travers. Alors, un mot pour expliquer un petit peu la raison et le motif du thème. Autant régulièrement, nous présentons donc une actualité qui concerne le FIP à travers ses métiers, son catalogue, des modalités d'intervention, des typologies de handicap. Mais en réalité, il y a pour le fonctionnement du FIP un partenariat qui est essentiel, qui est Marc, Oui, Marc, votre micro est coupé, Oui. Marc. Voilà, Voilà, super. Alors, je reprends depuis Yes, le début. allez-y, Marc, excusez-nous. Ok. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle séquence du Handipact sur une thématique qui est donc la présentation des aides et dispositifs copilotés et cofinancés par le FIP et la GFIP. Mais pourquoi cela? Parce que régulièrement, nous vous présentons nos dispositifs, souvent à travers le prisme du catalogue des aides, à travers le conventionnement, à travers des typologies de handicap. Voilà. Mais en réalité, le FIP a une proximité très grande avec la GFIP pour mettre en œuvre donc des moyens, des modalités d'aide qu'on qualifie d'aide indirecte, donc qui sont au-delà de ce que nous faisons à travers le catalogue et les modalités de conventionnement, donc des modalités d'aide indirecte qui nous permettent donc de déployer un ensemble de services donc auprès des employeurs, auprès de personnes en situation de handicap. Donc tout cela à travers une mécanique dans laquelle on ne va pas rentrer, qui est une mécanique de convention financière, convention de partenariat, mais qui, au final, permet donc d'offrir une offre de service qui est essentielle pour vous, employeurs, pour vos agents. Et il est important un peu de vous donner cette vision globale à laquelle Pierre et Anne-Charlotte vont se prêter à cette présentation qui me semble-t-il essentielle. Donc, à chacun d'entre vous, merci d'être présent. Merci à nos consultants Pierre et Anne-Charlotte pour cette présentation, à qui je redonne la parole. Et je vous donne bonne continuation. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Marc, pour cette introduction. Euh, Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter l'ensemble en fait des dispositifs et outils qui sont cofinancés et copilotés par le FIP-HFP en partenariat avec la GFIP, nous voulions simplement revenir avec Anne-Charlotte sur la programmation du Handipact Occitanie pour les mois à venir. Vous avez sans doute reçu par mail, il y a de cela quelques semaines, un document PDF dans lequel vous allez trouver l'ensemble de ces réunions ainsi que les liens pour vous inscrire. Vous pouvez déjà vous inscrire à l'ensemble des rencontres qui vous intéressent pour toute l'année 2024. Mais donc, on voulait simplement rebalayer très rapidement cette feuille de route pour que vous ayez en tête les différentes rencontres qui s'annoncent d'ici l'été et puis à la rentrée. Alors, je reprends la main du coup Mm. concernant les prochaines dates et donc la feuille de route 2024. En juin à venir, il y aura le club des centres de gestion d'Occitanie. Donc la date est encore en cours de définition, mais c'est pour bientôt. Également la publication du guide de la retraite pour les agents en situation de handicap dans la fonction publique. Ensuite, à partir de juillet, super, merci. Donc le 2 juillet aura lieu une réunion à destination des médecins du travail et de prévention ainsi qu'à destination des équipes pluridisciplinaires et elle portera sur compenser le handicap psychique, les troubles cognitifs ou le handicap mental. Juillet sera également marqué donc, par la production d'un guide consacré au retour à l'emploi suite à un cancer. Donc à la rentrée en septembre, on se retrouvera pour un webinaire sur la retraite des agents en situation de handicap dans la fonction publique, donc en lien avec le guide qui va être publié très prochainement. Aux alentours du 28 juin, normalement. Merci Pierre. Et du coup, le 12 septembre aura également lieu une présentation du FIP et de son offre d'accompagnement. Donc cette réunion sera ouverte à tous. Mm. À noter également, donc cette fois en présentiel, le 24 septembre aura lieu donc une rencontre à destination des référents handicap
et elle portera sur la PPR dans la fonction publique hospitalière. Cette rencontre est co-organisée avec l'ANFH. Ça va dire quoi après? Super. Donc, pour la fin d'année 2024, donc une rencontre en présentiel également aura lieu en octobre sur les troubles 10. Donc, la date, c'est celle du 1er octobre. Le 10 octobre, une rencontre à destination des médecins du travail et de prévention et des équipes pluridisciplinaires sur le partage de pratiques entre médecins autour du déploiement des appuis spécifiques. Et le 24 octobre 2024 aura lieu une réunion nationale à destination de l'ensemble des CDG de France. Donc voilà, dans le cadre des rencontres de l'innovation. Peut-être donc plus rapidement sur la fin d'année, donc 2 réunions en novembre à destination des employeurs conventionnés le 5 novembre, avec une co-animation avec le FIP au niveau national. Et le 14 novembre, une réunion sur convaincre pour amener à la reconnaissance en partenariat avec la GFIP. Et vous pouvez également noter dès à présent la date du 10 décembre 2024 où aura lieu le colloque annuel qui portera sur le retour à l'emploi suite à un cancer. Donc là également en lien avec le guide qui sera produit au cours de l'été. Exactement. Pour ceux qui n'ont pas reçu le petit PDF dans lequel il y a tous les liens d'inscription, vous avez deux possibilités. Soit vous vous rendez sur le site du FIPHFP et vous allez sur nos régions, et notamment évidemment la région Occitanie, où vous allez retrouver finalement l'ensemble de ces rencontres avec à chaque fois les liens d'inscription. Soit finalement vous n'hésitez pas à nous mettre votre adresse mail, soit par mail, soit dans le chat directement si vous le souhaitez, et on se chargera derrière de faire un renvoi de cette fameuse feuille de route 2024 qui vous permettra du coup de vous inscrire aux réunions qui vous intéressent. Donc voilà, vous le voyez, hein, cette année, comme finalement chaque année maintenant depuis plusieurs années, le calendrier est relativement dense. C'est aussi la raison pour laquelle il y a certaines réunions, vous l'avez vu, qui sont ouvertes spécifiquement à certains publics. On a des rencontres auprès des CDG, on a eu une réunion la semaine dernière à destination des directrices et directeurs des ressources humaines. Donc voilà, on essaye aussi de découper pour pas surcharger vos disponibilités, vos rencontres, etc. Mais évidemment, vous êtes les bienvenus à l'ensemble des rencontres qui vous intéressent. Voilà, donc n'hésitez pas si vous souhaitez qu'on vous renvoie ce document. Et ce qu'on ne vous a pas dit tout à l'heure, c'est que au-delà en fait de l'ensemble de ces animations, le Handipact aussi, vous le savez, produit un certain nombre de ressources. Donc Anne-Charlotte a parlé du guide qui a été produit l'année dernière et sur le premier semestre 2024 sur le sujet de la retraite des agents en situation de handicap dans la fonction publique, donc qui sortira là 27 ou 28 juin prochain, du guide sur le retour à l'emploi suite à un cancer. Et à côté de ça, on a aussi d'autres éléments qui sont produits. Et vous savez qu'on tient une série de podcasts depuis maintenant. Saisir une LFO. Le depuis LFO, c'est tu sais, c'est regarde. quelques Le LFO, c'est années. ça. Tu reviens sur le dossier. Hop. Voilà, donc je ne sais plus ce que je disais. Si les podcasts, donc pareil, il y aura 4 podcasts qui seront réalisés cette année. On en fera un petit peu la promotion. Le code, le Vous code de la formation. savez, C'est ça que ça veut dire. alors j'ai besoin Donc, que vous c'est lié, tu vois. laissiez fermer votre micro, sinon tout le monde vous entend. Vous savez qu'on est aussi un acteur des acteurs locaux d'Occitanie, où on intègre l'ensemble des prestataires, des dispositifs, des outils qui sont mobilisables soit pour l'insertion, soit pour le maintien en emploi des personnes en situation de handicap, avec un annuaire, des adresses mail, des noms, des numéros de téléphone, etc. Donc ce catalogue, il a été mis à jour en février 2024. Il le sera aussi au cours de l'année, enfin en fin d'année 2024. Voilà. Et puis, la petite dernière chose quand même à vous dire aussi, c'est que l'an dernier, au cours des dernières années, on a produit pas mal de choses. Il y avait un guide sur la PPR, il y avait un guide sur le reclassement des agents en situation de handicap dans la fonction publique. Enfin voilà, il y a plusieurs guides, plusieurs outils qui étaient construits. Et donc cette année, le choix qui a été fait, c'est de revisiter l'ensemble des productions réalisées au cours des dernières années et de nous assurer de leur mise à jour, voire de les compléter quand c'est nécessaire, etc. Donc voilà, on reviendra vers vous, évidemment, avec tous ces éléments quand on aura réussi, hop, à tout reprendre. Donc voilà pour ce qui est de l'actualité de la feuille de route 2024. Donc vous serez évidemment les bienvenus à l'ensemble de ces rencontres. Comme vous êtes très nombreux cet après-midi, on est plus de 130, donc encore merci. Et je te repasse la main du coup, Anne-Charlotte, Oui. pour les objectifs de l'après-midi. Peut-être juste avant les objectifs, je vois qu'il y a beaucoup de demandes sur le fait que vous souhaitiez avoir la feuille de route. Donc, le support sera bien transmis à l'issue de la réunion. Ouais. Et Et à la donc, rigueur, ce qu'on pourra faire, c'est vous envoyer en même temps la feuille de route en PDF. Comme ça, tout le monde l'aura.
Du coup, donc pour l'objectif d'aujourd'hui, donc Marc l'a déjà un peu introduit, mais c'est bien de vous présenter, pardon, les dispositifs copilotés et cofinancés par le FIP, ainsi que les partenaires externes mobilisables qui favorisent donc l'insertion et le maintien dans l'emploi des agents en situation de handicap. Donc pour cela, nous avons découpé la séquence en deux parties. Donc ça va s'afficher, voilà. Donc dans un premier temps, nous allons plutôt nous intéresser à l'aménagement du poste de travail et nous allons pouvoir vous présenter donc Cap Emploi volet maintien, les études ergonomiques, la plateforme de prêt de matériel ainsi que les appuis spécifiques. Et dans un deuxième temps, nous nous concentrerons sur la reconversion professionnelle. Et donc, nous allons pouvoir parler d'Inclus Pro Formation, du réseau Comet France et de l'emploi accompagné. Et on attaque, si vous le voulez bien, sur la première partie, donc l'aménagement du poste de travail. Donc c'est une catégorisation que nous avons choisie, mais on pourra rediscuter notamment les appuis spécifiques qui peuvent être mobilisés dans plusieurs cadres, que ce soit dans le cadre du maintien en emploi, évidemment, mais aussi dans le cadre de l'insertion professionnelle. Bon, juste pour reprendre du coup le point de départ, vous connaissez évidemment ces éléments, mais pour repartir tous d'une base commune, juste rappeler qu'effectivement, en tant qu'employeur public, vous avez une obligation d'aménagement du poste de travail. Donc vous avez évidemment l'obligation de respecter les restrictions d'aptitude qui sont posées par votre médecin du travail ou de prévention, et notamment les aménagements de poste qui en découlent. Vous savez que cette obligation, donc, elle était notamment introduite, réaffirmée par la loi du 11 février 2005, qui est venue modifier la loi Le Port du 13 juillet 1983, qui constitue la loi socle, vous savez, des trois fonctions publiques. Donc, c'est dire le poids et l'importance de cette notion d'aménagement du poste de travail. Cette obligation d'aménagement du poste de travail, c'est évidemment une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Il y a des critères qui existent pour qualifier finalement ce caractère proportionné ou non de l'aménagement de poste. Pour faire vite, puisqu'on va aller directement sur l'essentiel, mais il était important de vous rappeler simplement la ressource qui fait quand même foi aujourd'hui, en tout cas qui est la ressource un peu clé quand on parle d'aménagement raisonnable du poste de travail. C'est le guide du défenseur des droits qui a quelques années maintenant, puisqu'il a été publié en décembre en décembre 2017, et qui détaille notamment les différents critères qui permettent d'évaluer le caractère disproportionné ou non d'un aménagement de poste. Et parmi les critères, notamment, vous trouverez le détail de tout ça dans ce document, mais vous avez notamment la nature et le coût de l'aménagement, les moyens financiers et matériels de l'employeur, les moyens humains et l'organisation de l'employeur, et puis les critères qui sont liés à l'environnement de travail. Tous ces critères, évidemment, sont déclinés, explicités dans le cadre du guide du défenseur des droits, donc c'est pour ça qu'on y fait référence. Mais gardez bien en tête qu'au-delà du détail qui est présenté dans ce guide du défenseur des droits, cette notion d'aménagement raisonnable, cette logique de proportionnalité est inscrite évidemment dans la loi. Alors, ce qu'il faut aussi avoir en tête, on se le dit pour ceux qui sont dans le réseau depuis un petit moment, on se répète que cette obligation d'aménagement raisonnable, c'est une obligation évidemment très importante. On voit le contentieux du maintien en emploi qui est de plus en plus important, et notamment on a eu une explosion du contentieux du maintien en emploi ces dernières années. Alors, très centré sur les sujets de la mobilité professionnelle ou du reclassement pour raison de santé, mais il est vrai que dans une grande majorité de décisions jurisprudentielles, on voit en fait que le juge administratif, quand bien même la situation de contentieux porte sur des sujets de reclassement, eh bien, le juge administratif va regarder si l'employeur a tenu son obligation d'aménagement du poste de travail, notamment son obligation d'aménagement raisonnable. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, le juge administratif va finalement regarder si, en amont de cette situation d'inaptitude de fonction, par exemple, ou de reclassement, si l'employeur, finalement, a respecté ses obligations réglementaires et n'a pas contribué, en manquant à ces obligations réglementaires, à la dégradation de l'état de santé de vos agents. Donc, cette obligation d'aménagement du poste de travail, elle trouve un écho fort dans le cadre juridique, on le disait, avec cette fameuse loi Le Port, mais elle trouve aussi une application directe, finalement, dans les décisions jurisprudentielles qui, en plus, font un petit peu évoluer les contours de cette obligation. Et
peut-être dernière chose pour ce petit rappel finalement un peu juridique, c'est de se dire aussi que l'obligation de preuve, elle repose évidemment sur les épaules de l'employeur et non sur les épaules de l'agent qui est concerné. Donc voilà, vraiment la responsabilité pèse sur les épaules de l'employeur, et c'est normal, hein, ça fait partie de ces obligations. Alors après, les dispositifs et les outils qui sont disponibles sont nombreux. Peut-être juste faire un crochet sur quels sont les agents finalement qui sont bénéficiaires des différentes aides, des différents dispositifs qui sont copilotés, cofinancés par le FIPHFP. Alors, si on parle notamment du catalogue des interventions, c'est-à-dire de l'offre de financement direct du FIPHFP, eh bien évidemment les agents qui relèvent de l'obligation d'emploi, donc les agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi, sont éligibles aux aides du catalogue des interventions. Vous avez notamment un certain nombre de justificatifs, en tout cas les plus courants, qui sont présents sur la gauche de l'écran. Mais évidemment, et quand même, c'est une ouverture proposée par le FIP depuis maintenant pas mal d'années. Les agents qui sont en restriction d'aptitude, qui ne sont pas forcément bénéficiaires de l'obligation d'emploi, peuvent accéder à certaines aides proposées par le catalogue des interventions. C'est notamment le cas des études ergonomiques du catalogue des interventions. C'est le cas également des aménagements de poste, pareil, donc des financements pour les aménagements de poste dans le cadre du catalogue des interventions, et puis une ou deux aides également. Alors évidemment, c'est sur justification du médecin du travail ou de prévention qui doit justifier en quoi l'aménagement de poste est nécessaire pour assurer le maintien en emploi des agents. On a aussi des aides, notamment le dispositif d'accompagnement pour les personnes en situation de handicap psychique, cognitif ou mental, qui est ouvert cette fois-ci depuis peu aux agents qui ne sont pas titulaires d'une RQTH ou qui ne sont pas bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc, gardez en tête que pour l'ensemble des aides du catalogue d'intervention du FIPHFP, il faut être bénéficiaire d'obligation d'emploi pour y accéder. Et on a quelques exceptions dans le catalogue, certaines aides qui sont ouvertes aux agents qui n'ont pas cette fameuse reconnaissance administrative de leur handicap, qu'il s'agisse d'une RQTH ou autre. Voilà, et je passe rapidement sur cette diapo, parce que je vois qu'on avance dans le timing. Et donc, évidemment, vous, en tant qu'employeur, vous avez un certain nombre de dispositifs et d'outils à votre disposition pour accompagner vos agents qui rencontrent des problématiques de santé et pour lesquels il faut identifier, rechercher, mettre en place des modalités de compensation des problématiques de santé. Évidemment, toute la palette des aménagements de poste, qui sont organisationnels, horaires, matériels, humains, qui sont à votre main. Vous avez évidemment un certain nombre d'acteurs pluridisciplinaires qui interviennent, qui contribuent chacun finalement à l'identification, enfin à la réalisation du diagnostic de l'état des lieux et puis à l'identification, à la mise en place de solutions. Évidemment, ces listes-là ne sont pas exhaustives. Mais nous souhaitions évidemment, comme le disait Anne-Charlotte tout à l'heure, faire un zoom sur non pas les aides directes du catalogue des interventions du FIPHFP, mais bien finalement l'ensemble des dispositifs, des outils, des partenaires, des acteurs qui contribuent et qui peuvent vous aider dans l'accompagnement de ces situations. Et donc, évidemment, nous souhaitions commencer par le premier d'entre eux, à savoir Cap Emploi, qui constitue évidemment un acteur de référence pour vous accompagner sur ces situations en particulier. Donc, Anne-Charlotte, je te passe la main. Oui. Et puis, on a plusieurs acteurs de Cap Emploi qui sont présents cet après-midi avec nous. Donc, évidemment, vous êtes les bienvenus pour intervenir, compléter. Enfin, voilà, on y reviendra juste après. Oui, merci Pierre. Comme Pierre le disait à l'instant, en effet, Cap Emploi est vraiment un interlocuteur de référence pour l'accompagnement de personnes en situation de handicap, à la fois vers l'emploi, mais également dans l'emploi. Ceci, peu importe le degré d'éloignement à l'emploi de la personne ou la nature du handicap. L'objectif étant ainsi d'appuyer les personnes en situation de handicap tout au long de leur parcours professionnel en s'appuyant sur un réseau de partenaires. Concrètement, les publics cibles des Cap Emploi Volet Maintien, c'est à la fois les employeurs, donc tout employeur public notamment, quel que soit son effectif, et également les salariés et agents d'autre part, qu'ils soient contractuels, titulaires ou stagiaires, donc qu'ils soient en CDI, CDD longue durée, alternance. Pour ces publics, que l'état de santé soit restreint il s'adresse également à des publics dont l'état de santé est restreint l'exercice de l'activité professionnelle. Et donc, il s'adresse également au BOETH. Exactement. Ou les personnes qui ont déposé une demande Oui. Sans pour autant avoir la réponse formelle de la MDPH. Tout à fait. Du coup, sur qui prescrit le recours au Cap Emploi,
Ça peut être une sollicitation donc, de l'employeur, parfois suite à une mise en relation par le médecin de prévention qui juge alors de la pertinence ou non de l'intervention. Petit crochet du coup, on va faire un rapide zoom sur le rapprochement entre Cap Emploi et France Travail, parce que comme vous en avez sans doute entendu parler, depuis donc 2021-2022, un rapprochement a eu lieu, donc toujours dans l'objectif d'améliorer l'accès ou le retour à l'emploi des demandeurs d'emploi en situation de handicap. Donc l'objectif étant d'avoir une meilleure complémentarité entre ces deux acteurs, donc France Travail, à l'époque Pôle emploi, et le réseau Cap Emploi. L'objectif étant également de renforcer les partenariats avec les autres acteurs économiques, institutionnels et associatifs, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Donc concrètement, cela s'est traduit par la création des lieux uniques d'accompagnement, les LUA, et donc qui a amené à ce que l'ensemble des demandeurs d'emploi en situation de handicap soient accompagnés au sein des agences de France Travail, peu importe que leur conseiller référent soit un conseiller France Travail ou Cap Emploi. Et donc, comme je disais précédemment, l'objectif étant que les expertises des deux réseaux s'allient en faveur de la personne en recherche d'emploi en situation de handicap. Donc, c'était quelques lignes très, très générales sur voilà, Cap Emploi vous les maintient, mais étant donné qu'il y a, comme Pierre le disait, des personnes de Cap Emploi parmi nous, si vous souhaitez voilà, préciser les modalités d'intervention, peut-être de manière plus concrète, n'hésitez pas à... Vous pouvez lever la main, par exemple, en appuyant sur le bouton pour apporter des précisions. Et dans tous les cas, on pourra aussi garder un temps si on en a assez à la fin de la réunion pour laisser place à quelques échanges de compléments ou apports. Ce qu'il faut vraiment que vous gardiez en tête, c'est que les Cap Emploi sont évidemment un interlocuteur de référence, que ce soit sur le volet de l'insertion professionnelle ou du maintien en emploi, de par évidemment leur spécialisation et leur connaissance du champ du handicap et puis des différents partenaires qui sont mobilisables. Et autant on a un certain nombre de prestations et de dispositifs intermédiaires qui sont accessibles aux employeurs conventionnés sur prescription du médecin du travail. Hein. C'est un des avantages, entre guillemets, pour un employeur public d'avoir une convention avec le FIPHEP, c'est que le médecin du travail de prévention peut prescrire directement des appuis spécifiques, des études ergonomiques, enseignement les EPAST, ou d'autres dispositifs. Pour les employeurs qui ne sont pas conventionnés, eh bien, il faut effectivement passer par Cap Emploi pour avoir cette expertise et cet appui, et éventuellement derrière aller sur la mobilisation d'un des dispositifs que l'on vient d'évoquer. Donc c'est vrai que Cap Emploi, donc, qui est organisé évidemment, ça vous le savez, département par département, en fait est un interlocuteur incontournable. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir, et c'est finalement la porte d'entrée Cap Emploi dans l'ensemble des dispositifs, que ce soit d'insertion ou de maintien en emploi. Donc je ne sais pas si certains Cap Emploi qui sont présents cet après-midi, qui d'ailleurs sont régulièrement, et on les en remercie, présents aux rencontres du Handipact Occitanie, est-ce que vous souhaitez intervenir? Est-ce que vous souhaitez apporter des précisions, que ce soit sur le mode opératoire, sur les délais d'intervention, sur... je ne sais pas, la manière dont vous fonctionnez concrètement quand vous êtes sollicité par un employeur public. Voilà, est-ce que vous souhaitez apporter quelques précisions? Alors, on a des petites précisions dans le chat où on nous dit que Cap Emploi à Auch a déménagé et que désormais le Cap Emploi se situe au 97 boulevard Sadi Carnot à Auch. Donc ça, c'est une information importante pour ceux qui sont concernés. Et donc, on a une question, c'est si on est conventionné, on ne passe pas par Cap Emploi. Alors, c'est une bonne question, et là, si vous souhaitez, j'invite les Cap Emploi aussi à apporter des éléments de réponse, puisque peut-être serez-vous un peu en désaccord avec moi. Moi, je dirais que non, en fait, Cap Emploi est un interlocuteur que vous pouvez solliciter, que vous soyez conventionné ou non, en fait. Hein. Simplement, vous avez la possibilité, quand vous êtes conventionné, de pouvoir, au travers de votre médecin du travail et de prévention, de pouvoir prescrire, d'avoir accès directement à certains dispositifs, comme je citais tout à l'heure l'exemple des appuis spécifiques ou d'un club pro-formation dont on parlera tout à l'heure, voilà, qui fait suite au PSOP notamment et aux formations courtes. Donc voilà, c'est une possibilité effectivement qui est laissée aux employeurs conventionnés, étant entendu finalement que les employeurs conventionnés sont fins connaisseurs, entre guillemets, de l'offre d'intervention proposée par le FIPHFP, que ce soit les aides directes ou les aides indirectes. Voilà. Et donc, par contre, obligation pour les employeurs non conventionnés de passer par Cap Emploi. Mais ce qui n'interdit pas, à mon sens, les employeurs conventionnés de
passer par Cap Emploi dès lors où la situation le nécessite. Si vous souhaitez avoir un avis d'expert, il n'est pas toujours nécessaire d'aller chercher directement un appui spécifique ou d'aller chercher, enfin voilà, parfois l'appui, les études de poste, les conseils qui sont apportés par Cap Emploi peuvent suffire entre guillemets pour vous aider à trouver des solutions. Voilà, je ne sais pas si les Cap Emploi qui sont présents souhaitent compléter ou simplement me dire si je dis des bêtises ou pas. Allez-y. Allez-y, Catherine, merci beaucoup. Alors, on ne vous entend pas, il faut peut-être décrocher voilà, votre... ça y est, ça ouais, marche, je allez-y, crois. super. Bonjour. Merci à vous. Alors, moi, j'interviens dans le France Travail à Cartoucherie et je suis l'axe 1. Et tous les Cap Emploi ne fonctionnent pas de la même manière. Nous, à Toulouse, on n'intervient que sur l'axe 1 qui est le rétablissement. Ce qui fait que nous déployons des appuis spécifiques pour pouvoir travailler avec nos partenaires et nous faisons partie de l'offre de services de France Travail, où il y a différentes modalités d'accompagnement. Et nous sommes la modalité EXH, expert handicap. Et ce qui fait que nous pouvons orienter les candidats et les bénéficiaires que nous accompagnons vers d'autres partenaires, mais nous les accompagnons spécifiquement dans leur rétablissement. Et une fois qu'ils sont rétablis, nous changeons de modalité et nous les basculons chez nos collègues France Travail en renforcé ou en guidé. Mais je sais que les autres Cap Emploi ne fonctionnent pas comme nous, Cap Emploi Toulouse. Et eux, ils ont l'axe 1 et 2, les autres. Oui. Et sachant que nous n'avons plus d'inclus pro. Alors, on va y revenir juste après. Effectivement, on sait que le dispositif a été bien rempli, on va dire, oui. Et que donc, la manière dont on va en parler tout à l'heure ne visera pas à en faire la promotion. Ouais, pour le dire comme ça. Ouais. Ce qui fait qu'on travaille avec les outils que l'on peut mettre en place. Et beaucoup en réseau et en partenariat surtout. On s'appuie surtout énormément les uns avec les autres, on peut dire. Okay. Voilà. Eh bien, écoutez, super, c'est bien d'avoir mis en évidence aussi les petites particularités, les petites singularités territoriales. Donc, merci à vous, effectivement, d'avoir apporté ces éléments de précision. Si il n'y a pas de questions particulières ou si vous souhaitez s'il n'y a pas d'autres interventions par les acteurs de Cap Emploi, on peut vous proposer de passer à la suite et de parler notamment des études ergonomiques. Alors, il y a une petite particularité, c'est qu'il y a une aide étude ergonomique qui est proposée dans le catalogue des interventions du FIPHFP. Donc, étude ergonomique, soit lorsque vous allez chercher un cabinet spécialisé en ergonomie à l'externe, soit quand vous réalisez des études en interne par votre médecin du travail de prévention ou par votre ergonome, il y a des aides qui sont prévues par le catalogue des interventions. Et c'est à ne pas confondre avec la prestation qui est copilotée, cofinancée par le FIPHFP et la GFIP, qui anciennement s'appelait EPAST, qui est depuis, si je ne dis pas de bêtises, fin 2023, mais vous allez me corriger, Madame Fregnault, si je dis des bêtises, qui s'appelle donc désormais études ergonomiques, donc voilà, et qui sont deux choses différentes, évidemment, avec le catalogue des interventions. Et donc, on a Madame Fregnault qui est présente avec nous cet après-midi, et donc, plutôt que de parler d'un dispositif, autant laisser la parole à ceux qui le mettent en œuvre. Et donc, Madame Fregnault, si vous en êtes toujours d'accord, on vous laisse la main. Et il faut que vous ouvriez votre micro. C'est les petits pièges traditionnels de la visio. Et voilà, donc bonjour à tous, Madame Fregnault, Société Empreinte Ergonomique. Nous sommes deux cabinets à intervenir sur l'Occitanie, avec le cabinet Ergotech qui intervient, lui, sur les départements 09, 11, 31, 32, 65 et 82. Dont le dirigeant est Monsieur Franck Roumier, et donc nous-mêmes qui intervenons sur les autres départements. Donc, effectivement, peuvent nous missionner le Cap Emploi ou les centres de gestion ou les établissements qui ont conventionné avec le FIP ou les services de santé, de prévention, mais c'est plutôt rare, je dirais. Donc, ou bien entendu, le directeur territorial a également
la possibilité de nous missionner. Alors, comment nous missionner? C'est-à-dire que vous nous envoyez une fiche de prescription intégralement renseignée et nous devons prendre contact avec vous dans les 3 jours pour lancer l'étude sous couvert que celle-ci soit éligible. Donc, effectivement, les conditions d'éligibilité, c'est qu'en fait, cette étude, elle doit relever d'une complexité, hein, donc complexité ou technique, ou complexité de type organisationnelle, ou complexité parce qu'il y a tension dans l'équipe liée à l'environnement de travail et à la situation de handicap de la personne, tout simplement. Donc, en fait, nous, notre objectif, c'est de faire un état des lieux et de faire en sorte de trouver des solutions soit d'ordre technique, soit d'ordre organisationnel ou autre, bien entendu en totale concertation avec le prescripteur qui nous a fait parvenir la fiche et bien entendu avec l'agent, hein, et le médecin du travail. Et l'objectif, si vous voulez, c'est de faire des préconisations pour compenser le handicap des bénéficiaires, pour faire en sorte qu'ils soient autonomes sur leur poste, hein, ou en télétravail, ou les deux d'ailleurs, hein, de limiter aussi, de faire en sorte qu'il y ait une qualité de service rendu aussi bien que les autres agents, si je puis dire, et puis d'anticiper aussi les involutions professionnelles et médicales et d'en minimiser l'incidence. Voilà, pour faire des propositions d'action. Ça, c'est le premier pas. Et le premier pas, c'est aussi de déterminer cette fameuse notion d'aménagement raisonnable, hein. Donc, en clair, notre objectif consiste à proposer au FIP, et seul le FIP est décideur, ça je le souligne, seul, nous on fait des propositions, mais seul le FIP est décideur in fine des montants qui seront alloués à la collectivité. Donc, on a plusieurs critères. Combien on a d'agents sur le poste? Est-ce que ça relève de la prévention des risques? Si je puis me permettre, Monsieur Jolidon, par rapport à la notion d'aménagement raisonnable que vous avez citée très très bien tout à l'heure, je me permettrai de rajouter aussi qu'il ne faut pas oublier que le défenseur des droits rappelle également qu'en aucun cas l'obligation d'aménagement raisonnable ne peut avoir pour effet de venir minorer l'étendue de l'obligation de sécurité des résultats. Exactement. Parce qu'on est très souvent confronté à des aménagements de postes où effectivement on est à cheval, si vous voulez, entre la prévention des risques professionnels et la compensation du handicap, hein. Donc, on fait des quotes-parts savantes, bien sûr, concertées là-dessus. Donc, en fait, c'est relativement simple. Ça veut dire vous nous envoyez les fiches de prescription. Dorénavant, alors je ne sais pas si monsieur Marc est encore présent ou pas. Je crois qu'il a une petite contrainte, il a dû s'absenter quelques minutes. Une petite contrainte, d'accord. Donc, on vérifie auprès de lui dorénavant si la fiche est éligible ou pas, hein, en fonction des contraintes budgétaires également. Voilà. Et ensuite, une fois que cette fiche est renseignée, nous nommons un ergonome et ensuite, cet ergonome intervient, prend contact avec vous dans les 3 jours et nous avons 3 mois, je vous rassure, généralement on le fait bien avant 3 mois, pour vous restituer les résultats. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, puis c'est intéressant d'avoir votre retour aussi, hein, sur les enjeux en termes de délai, etc. Je pense que c'est bien d'avoir ces éléments-là en tête parce que ça permet aussi d'être concret finalement sur les délais d'intervention, etc. Si on a des employeurs autour de l'écran qui se demandent finalement, moi j'ai une situation, combien de temps ça met pour se mettre en place, etc. Est-ce que parfois vous êtes amené à intervenir suite finalement à une orientation par Cap Emploi? C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a aussi de l'articulation potentielle entre les deux. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir une logique un peu de parcours où un employeur non conventionné va d'abord solliciter Cap Emploi finalement dans une logique de porte d'entrée pour avoir des conseils, des éléments, etc. Et puis derrière qui vous oriente vers vous justement pour faire réaliser une étude de poste, une étude ergonomique plus approfondie? Oui, tout à fait. Donc, tout comme dans le privé, c'est-à-dire que généralement, les collectivités s'adressent dans un premier temps à Cap Emploi ou à leurs ressources internes. Et si effectivement Cap Emploi détecte une situation
qui est relativement complexe à gérer, eh bien, c'est Cap Emploi, tout simplement, qui nous fait parvenir la fiche de prescription. Je dirais que c'est ce qui arrive d'ailleurs dans la majorité des cas. Ok. Voilà, et donc on a des liens, des relations partenariales très très bonnes hein, depuis des années avec les Cap Emploi. Donc il n'y a pas de souci et ils savent jauger cette notion de complexité, si vous voulez. Pour être très très clair, c'est pas la peine de nous missionner sur l'adaptation, une implantation de poste pour un siège, un fauteuil, un écran, etc. On n'a absolument aucune valeur ajoutée et on est aussi dans une logique de maîtrise des dépenses publiques. Ça, les Cap Emploi ou les ressources internes savent très bien faire. Ouais, Bon. ouais, tout à On fait. intervient quand vraiment il y a une complexité. C'est important quand même à retenir. Hein. Exactement, tout à fait. Ça nous ramène d'ailleurs quelques années en arrière où le FIPHEP avait vraiment demandé aux employeurs d'être vigilants sur justement la sollicitation à l'époque des EPAST, justement en entrant uniquement dans les situations où il y avait complexité. Donc c'est vraiment important effectivement que vous puissiez le rappeler. Et en attendant de voir les différentes questions, donc n'hésitez pas à soit lever la main et puis poser votre question directement, soit à faire remonter votre question par le chat. Donc vous intervenez à la fois pour le secteur privé, à la fois pour le secteur public. Est-ce que vous constatez j'allais dire une bonne mobilisation, c'est-à-dire en volume de la part des employeurs publics, ou est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a encore besoin de faire connaître anciennement les EPAS, les études ergonomiques auprès des employeurs publics? On a 150 personnes cet après-midi, c'est l'occasion d'en parler. Alors, si vous voulez, on travaille fréquemment avec les mêmes acteurs. Effectivement, beaucoup plus avec la fonction publique territoriale, hein, mais je pense que ça, c'est général à toutes les mesures, je pense. Ceci étant dit, on vient de se rendre compte, effectivement, récemment, que certains interlocuteurs n'avaient pas connaissance de la possibilité offerte de réaliser des études et dans de grosses collectivités territoriales, hein, des agglos, par exemple, avec lesquels on a travaillé très récemment, qui ne savaient pas qu'en l'occurrence, ils pouvaient bénéficier d'aide pour réaliser des aménagements. Ok, donc c'est toujours bon de refaire un petit peu d'informations sur l'existence de cette prestation et de ce dispositif. Donc on le rappelle, hein, cofinancé par le FIPHFP et par la GFIP. Finalement, depuis tout à l'heure, on dit cofinancé par le FIP et par la GFIP, que ce soit Cap Emploi, que ce soit les études ergonomiques et puis les autres dispositifs dont on va parler ensuite. Ce que ça signifie concrètement pour les employeurs, c'est que il n'y a pas d'avance de frais à réaliser. C'est-à-dire que le circuit de financement, il est géré directement entre la GFIP et le FIPHFP. Et donc, vous faire intervenir, vous, par exemple, Madame Fregnault, ou Cap Emploi, dont on a parlé tout à l'heure, ça n'engage pas de dépenses pour les employeurs. On ne dit pas que c'est gratuit parce que ça ne l'est pas, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même des logiques de financement derrière, mais simplement, c'est une prestation qui est non payante pour les employeurs publics. Donc, c'est important aussi c'est important aussi de le préciser. Alors, on a Madame Le Rossignol qui nous pose une petite question. Alors, on a deux questions qui arrivent. La première, et on va en parler un petit peu après, c'est quelle différence notoire entre les études ergonomiques et puis les appuis spécifiques? Donc ça, c'est une première question. Si vous voulez amorcer un petit peu des éléments de réponse, Madame Fregnault, vous le pouvez, sachant que la diapositive qui arrive après, c'est les appuis spécifiques, justement. Et une deuxième question, je la glisse en même temps, c'est où pouvons-nous trouver cette fameuse fiche de prescription? Alors, je commence par répondre à la deuxième question, à savoir que la fiche de prescription, si vous voulez, tout simplement, je peux vous l'envoyer pour que vous la diffusiez. Mais donc ça, c'est pas très compliqué, hein, avec des éléments, un petit descriptif, surtout les coordonnées, et puis un descriptif de la demande, sachant qu'on va analyser cette demande et qu'effectivement, si la demande ne correspond pas à ce qu'on peut vous apporter, alors à ce moment-là, on vous orientera sur quelqu'un d'autre. Mais je vous dis, généralement, ce sont les Cap Emploi qui nous les font parvenir. Alors ensuite, la notion de complexité, ça signifie que pour moi, par exemple, sur une passe cognitive ou une passe motrice, on est focalisé sur la situation de travail et comment dire, la rééducation fonctionnelle ou autre sur la personne. On est centré sur la personne et nous, on va plus être centré
également sur l'environnement de travail. Je vous donne des exemples précis. Actuellement, très souvent, on intervient par exemple dans les collèges, hein, ou vous savez, les ATTE qui vont faire le ménage le matin, qui vont travailler ensuite en service de restauration, etc. Ce dont il faut vous rendre compte, c'est que quand on met en place une solution à titre individuel, elle peut avoir des répercussions sur le collectif de travail. Hein, quand vous avez X agents qui ne peuvent plus aller à la planche parce qu'ils ont tous des restrictions d'aptitude, à ce moment-là, si vous voulez, on reste centré sur l'agent, mais il faut avoir une analyse un peu systémique pour faire en sorte que la solution qu'on va préconiser, eh bien, ne génère pas d'astreinte pour les autres agents. Vous voyez, donc ça, c'est quand même important. Et puis souvent aussi, on a une notion d'outils partagés. Hein. Ça veut dire que quand vous allez dans certaines collectivités, qu'on va préconiser des systèmes techniques, donc là, à ce moment-là, eh bien, ça va servir aussi à l'ensemble peut-être des agents. Et à ce moment-là, il faudra bien délimiter ce qui relève de la part de la compensation stricte du handicap et de la part de la prévention des risques professionnels pour les autres personnes, je dirais. Donc, le différentiel majeur que je vois, c'est quand même une analyse un peu plus systémique, je le dirais, sans pour autant dénigrer les PASS, on est bien d'accord là-dessus, mais on va quand même être dans l'analyse de la coactivité des interactions entre les postes amont, aval, etc., pour faire en sorte que vraiment on puisse préconiser une solution sur du long terme. Parce qu'on s'aperçoit que très très souvent, maintenant, on intervient aussi sur des problématiques de déséquilibre des tâches entre les différents agents. Hein, ça veut dire qu'effectivement, la loi, elle est très claire, elle dit qu'il n'y a pas de discrimination si vous aménagez un poste pour une personne handicapée, ça c'est très clair, mais si vous l'aménagez ou si vous allégez son poste et si vous allégez tous les postes des personnes handicapées sur certains services, à ce moment-là, forcément, il y a des astreintes pour les autres. Hein, et à ce moment-là, ça devient très compliqué pour les gestionnaires. Donc nous, on est plus sur cette vision un petit peu macro, je dirais. Voilà, je vais m'arrêter là, je suis bavarde. Non, mais Voilà. c'est essentiel ce que vous venez d'évoquer, puisque pour avoir sillonné pas mal les employeurs publics des trois fonctions publiques, ce qui met souvent en difficulté les collectifs de travail, c'est ces enjeux de report de tâches, et notamment quand ceux-ci sont durables. C'est-à-dire que ce qu'on observe, enfin voilà, je parle de ma petite expérience perso, mais en tout cas ce qu'on observe et ce que me font remonter les employeurs publics, notamment sur des conventions ou autres, c'est que les collectifs de travail sont très solidaires entre eux dès lors où les reports de charges sont de courte durée. Et donc à partir du moment où on est sur du report qui s'installe dans le temps ou qui ne sont pas d'ailleurs définis dans une logique de temporalité bien précise, eh bien c'est plutôt l'inverse qui va se produire avec des collectifs de travail au sein desquels ça surchauffe et on peut le comprendre évidemment. Donc c'est vrai que cette analyse du travail dans sa globalité, telle que vous l'évoquez, Madame Fregnault, c'est vraiment très important parce que voilà, c'est souvent source de conflits, de difficultés, etc. Donc, ça permet aussi de mettre en évidence, et c'est bien qu'on s'arrête un tout petit peu là-dessus, ça permet aussi de mettre en évidence finalement la valeur ajoutée de cette prestation à études ergonomiques et de l'appui tiers, parce que finalement on n'en a pas parlé aussi, mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir un regard extérieur à l'établissement ou à la collectivité ou au service. Et ça aussi, c'est très important d'avoir quelqu'un, bon, certes de spécialisé, mais d'extérieur à la collectivité qui vient poser un certain nombre de constats. C'est toujours plus audible que lorsque c'est réalisé en interne ou par le manager ou par les collectifs de travail, etc. Donc ça permet aussi, à un moment donné, d'objectiver les choses, le fait d'avoir un regard extérieur. Et puis parfois, la collectivité, j'imagine que vous rencontrez ce type de situation, a mis en place beaucoup de choses, n'a pas réussi à solutionner le maintien de l'emploi. Et c'est aussi important d'avoir un acteur extérieur qui est capable finalement de venir objectiver ça et d'amener aussi derrière à réfléchir à la suite. Je vois que nous avons une autre demande d'intervention. Madame Le Rossignol, je vous en prie. Oui, bonjour. Du coup, je vais prendre le micro, ça sera Bien plus sûr, simple. allez-y, je vous en prie. Donc, j'ai bien compris la différence entre l'appui spécifique et vos interventions. Je voulais savoir justement, suite à une intervention, puisque vous parlez du collectif du travail, est-ce que vous êtes amené à définir aussi, à décliner un peu vers la reconnaissance de la lourdeur du handicap?
ce que nous, à Cap Emploi, après, on mobilise pour les financements, mais est-ce que vous, lors de vos interventions, à la fin, vous pouvez préconiser une répartition des tâches avec une prise en charge par la lourdeur du handicap, par cette reconnaissance ou pas? Alors, j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que dans la fonction publique, il n'y a pas de Ah, RLH. D'accord, ok. Bon, Mm. voilà. Exactement, particularité des offres de services oui, des spécificités fonction publique versus secteur privé ou secteur privé à but non lucratif. Effectivement, il n'y a pas de RLH dans la D'accord. fonction publique, ce qui est On bien ne peut pas dommage la d'ailleurs. mobiliser. Ouais, oui, oui, d'accord. Ok, bon, on ne l'a pas encore, on va dire. Oui, exactement. Restons Merci. positifs. Ouais, merci. Bon, bah écoutez, super. Merci en tout cas, Madame Fregnault. S'il y a des voilà. questions, vous n'hésitez pas à les faire remonter. Et puis, Anne-Charlotte, c'est l'occasion aussi de parler d'une autre ressource qui est à votre disposition si vous souhaitez aller plus loin. Tout à fait. Donc, dans la série de podcasts que nous avons pu réaliser récemment, il y en a donc un qui avait été réalisé avec Madame Fregnault. Donc, merci encore d'être intervenue aussi au cours de ce podcast. Et donc, vous pouvez retrouver de manière plus peut-être condensée, en tout cas voilà, sur un podcast assez court d'une quinzaine de minutes, sur la chaîne YouTube du Handipact Occitanie, voilà, quelques éléments relatifs à la prestation études ergonomiques. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, Madame Fregnault, puisque les réunions du Handipact Occitanie sont ouvertes évidemment à d'autres employeurs que des employeurs qui sont sur le territoire de l'Occitanie. Donc parfois, on a des employeurs qui viennent d'autres territoires. C'est le cas aussi de nos podcasts qui sont diffusés à l'échelle nationale. Et je crois que ce podcast est celui où fait partie des 2-3 qui sont les plus écoutés de notre série de podcasts. Donc votre voix est entendue au-delà des frontières de l'Occitanie, Ouais. Madame Fregnault. Flatter mon ego en ce jour néfaste. Ouais. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à l'écouter. C'est vrai que sur 15-20 minutes, c'est un condensé, c'est l'essentiel et c'est intéressant effectivement à écouter. Donc, on rappelle simplement la clé de répartition que vous avez évoquée tout à l'heure, Madame Fregnault. Pour ce qui est donc du cabinet empreinte ergonomique, donc c'est les départements du 12, 30, 34, 46, 48, 66, 81. Et pour ce qui est d'Ergotech, c'est le 09, le 11, le 31, le 32, le 65 et le 82. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que ces petits extraits, là, ces petits tableaux, en fait, c'est des imprimés écrans de notre catalogue des acteurs locaux dont je vous parlais tout à l'heure, que nous mettons à jour 1 à 2 fois par an. Donc, d'ailleurs, on pourra vous envoyer le lien aussi si vous le souhaitez le télécharger. Vous avez à chaque fois, finalement, toutes les coordonnées, les noms des interlocuteurs un peu clés, les adresses mail et les téléphones. Encore un grand merci, Madame Fregnault, pour votre intervention. Et on vous propose, si vous le souhaitez, de poursuivre ce panorama des outils et des dispositifs mobilisables et cofinancés et copilotés par le FIPHFP en faisant un tout petit zoom sur la plateforme de Pren Matériel. Alors, rapide zoom, hein, puisque nous ne sommes pas, nous, des spécialistes de cette plateforme. Et puis, évidemment, nous, on anime le Handipact, donc on n'a jamais été amené, à titre perso, à mobiliser cette plateforme. Mais c'est une information quand même importante depuis quelques années. Et en fait, ça fait même depuis le 1er janvier 2021, donc ça fait plus de 3 ans maintenant, 3 ans et demi, que l'AGFIP et le FIP, dans leur offre de services commune, ont mis en place une plateforme de prêt de matériel. Donc ça, cette logique de plateforme de prêt matériel, hein, c'est une ambition qui a été co-construite au niveau national par le FIPHFP et par la GFIP, dont Marc d'ailleurs parlait en introduction dans le cadre de cette convention de partenariat. Et donc les territoires sont amenés à déployer ces fameuses plateformes de prêt de matériel. Il s'avère qu'en Occitanie, c'est un des territoires qui est un petit peu précurseur en la matière, puisque cette plateforme existe depuis 3 ans. Tous les territoires n'ont pas cette antériorité sur cette plateforme de prêt de matériel. Et donc, qu'est-ce que c'est concrètement cette plateforme? Eh ben, c'est une plateforme qui vise à, en fait, j'allais dire, à prêter du matériel. Donc, en gros, concrètement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de pouvoir permettre à des agents de la fonction publique de pouvoir accéder à du matériel, donc qui sont prêtés, hein, évidemment, et qui vont pouvoir tester du matériel pendant 1, 2 ou 3 mois pour assurer d'une part, évidemment, le maintien en emploi de la personne, puisqu'on a ça, parfois des matériels qui assurent la compensation du handicap et qui permettent le maintien en emploi. Et ça permet aussi aux employeurs finalement de tester un ou plusieurs matériels de manière à permettre à la personne d'identifier justement le matériel qui lui convient. Et donc d'éviter soit d'avoir des délais d'achat liés à la commande publique ou que sais-je, qui sont un peu longs et qui font que pendant ce temps-là, l'agent n'est pas équipé,
soit d'acheter finalement du mauvais matériel ou en tout cas du matériel qui ne correspond pas aux problématiques de santé de la personne. Donc voilà, cette plateforme de prêt de matériel, elle est intéressante parce qu'elle permet justement de répondre à ces différentes problématiques. Je sais qu'il y a à peu près un an, il existait un catalogue des différents types de matériel qui existaient. On a ressollicité la GFIP là courant mai pour voilà, reprendre contact. On aimerait bien faire aussi un petit podcast pour présenter plus en détail cette plateforme de prêt de matériel. Et donc, dès qu'on a le catalogue à jour, on vous le transmettra, puisque ça vous permettra aussi finalement d'y voir plus clair sur le type de matériel qui peut vous être prêté pour vos agents qui rencontrent des problématiques de santé. Voilà, c'est un petit zoom important, nous semble-t-il, à vous donner. Et enfin, sur cette première partie relative à la partie plutôt aménagement de poste, alors, on a calé les appuis spécifiques dans cette première grande catégorie autour des aménagements de poste. C'est peut-être pas tout à fait le bon endroit pour les appuis spécifiques. On aurait pu le classer autrement, puisque la particularité des appuis spécifiques, c'est que c'est une prestation qui peut être mobilisée lorsque la personne est en recherche d'emploi, lorsque la personne est en reconversion professionnelle ou lorsque la personne est dans une situation de maintien en emploi, pour laquelle on a besoin de rechercher une compensation du handicap. Donc, vous voyez, on aurait pu classer ces appuis spécifiques finalement de plein de manières différentes. Nous, on a choisi de le classer dans la partie plutôt compensation du handicap, parce que généralement, c'est la manière dont vous allez mobiliser ces prestations. Alors, ce qu'il faut avoir en tête sur ces appuis spécifiques, alors, la plupart du temps, enfin, vous êtes très nombreux à avoir déjà mobilisé des PASS par le passé, des prestations d'appui spécifiques. Ça fait un petit moment qu'on vous dit, attention, l'offre PASS va un petit peu changer, etc. Donc, premier changement, c'est qu'on ne parle plus de prestations d'appui spécifiques, mais on parle d'appui spécifique. Donc, le P a disparu dans le cadre du changement de marché. Donc, ça, à la rigueur, on s'en fiche un peu. Ce nouveau marché, il est entré en vigueur le 1er avril 2024. Donc, la nouvelle offre d'intervention FIP, AGFIP autour des appuis spécifiques est rentrée en vigueur finalement très récemment. Alors, il y a plusieurs choses qui ont évolué dans le cadre de ces appuis spécifiques. Donc, vous avez la diapo, évidemment. Il y a eu en fait un travail de restructuration, de réflexion autour de la manière dont dont l'AGFIP et le FIP avaient conçu l'architecture, on va dire, des appuis spécifiques. Donc, il y a eu en fait, parce que vous savez que les PASS étaient construits autour de modules, notamment. Enfin, voilà, on était sur une offre un peu modulaire, pour le dire simplement. Et donc là, il y a eu un travail en fait d'harmonisation et de simplification des modules entre les PASS elles-mêmes. Il y a eu aussi différentes nouveautés qui ont été apportées dans ces appuis spécifiques avec différentes choses. Il y a eu d'abord InfoSAS, dont on reparlera tout à l'heure, qui a été conçu. Il y a eu un travail, un ajout autour notamment de la qualification de la demande, de manière à mieux comprendre, diagnostiquer, évaluer les besoins de la personne pour derrière pouvoir enclencher les bons modules. Et puis, quelque chose qui n'existait pas aussi par le passé, c'est la création, on va dire, d'un module qui s'appelle suivi des préconisations, puisqu'en fait, jusque-là, historiquement, les prestataires PASS intervenaient, réalisaient les études, les appuis, l'accompagnement, les préconisations, etc. Et hop, finalement, ils disparaissaient du champ de l'accompagnement. Désormais, le nouveau marché des appuis spécifiques comprend un module qui permet à l'employeur, à l'agent et donc au prestataire d'engager un travail de suivi de la situation, voir si les aménagements de poste ont bien été mis en place, si des difficultés résident. Enfin voilà, on est sur quelque chose qui permet en fait de boucler et éventuellement de procéder aux ajustements nécessaires. Et ça, c'était quelque chose qui était relativement demandé finalement par l'ensemble des parties prenantes. Et c'était vraiment quelque chose qui était identifié comme étant manquant dans la prestation appui spécifique. Les autres modalités, petits changements, c'est que le rôle du prescripteur référent de parcours a vraiment été réaffirmé, que ce référent de parcours soit finalement un acteur interne au sein de l'établissement de la collectivité, que ce soit un collaborateur de Cap Emploi, que ce soit un collaborateur de France Travail, enfin bref, d'un des membres du service public de l'emploi qui a prescrit la prestation appui spécifique. Donc vraiment, ce rôle de prescripteur référent a été renforcé, réaffirmé.
Et puis, mais ça vous intéresse sans doute déjà un peu moins, c'est que derrière, il y a eu un peu aussi une organisation du suivi, du pilotage un peu plus financier, etc. Et notamment, en fait, la création d'une plateforme digitale qui permet, en fait, voilà, à la GFIP et au FIP de piloter un peu plus sereinement les prescriptions, le suivi de ces différentes prestations d'appui spécifiques. Donc voilà pour ce qui est des grandes évolutions côté appui spécifique. Alors, il y a aussi finalement un peu une réorganisation de ces appuis spécifiques autour en fait de différentes catégories. Donc, il y a les passes, enfin, il faut que j'arrête de dire passes, du coup, il y a les appuis spécifiques handicap auditif, les appuis spécifiques handicap moteur et maladie chronique, les appuis spécifiques handicap visuel, les appuis spécifiques handicap psychique et les appuis spécifiques troubles du neurodéveloppement, dans lequel on va retrouver aussi les conséquences des problématiques des troubles cognitifs, des troubles du spectre autistique, pardon, du handicap mental et de l'épilepsie. Donc, on a sur les troubles du neurodéveloppement, finalement plusieurs familles ou typologies de problématiques de santé et de handicap qui vont être regroupées dans cette 5e et dernière catégorie. Donc, vous voyez qu'il y a eu aussi finalement une restructuration, une réorganisation des différentes catégories d'appuis spécifiques et de typologies finalement par lesquelles on entre. Par contre, peu importe la typologie par laquelle on entre, le process de mobilisation restera systématiquement le même. Donc, juste parce que je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais simplement pour vous donner un peu une vision d'ensemble sur un peu le process et les différents modules qui existent. Donc, dès lors où effectivement on a une prescription qui est réalisée, donc on va appeler ça après expression du besoin et dépôt de la demande, c'est-à-dire qu'il va y avoir une préconisation, soit réalisée par le médecin du travail ou de prévention lorsque l'employeur est conventionné, soit réalisée par un conseiller Cap Emploi ou France Travail si on est dans le cadre d'une insertion pro, et Cap Emploi si on est plutôt sur une situation de maintien ou, enfin bref, un membre du service public de l'emploi. Il va y avoir donc une qualification de la situation, etc., et un dépôt de demande. Derrière, la demande va être instruite par les services de la GFIP et du FIP-HFP, mais donc essentiellement de la GFIP. Et derrière, il va y avoir une phase de qualification de la demande pour en fait vérifier plusieurs choses, l'éligibilité du demandeur, les modules qu'il serait utile de mettre en place. Enfin voilà, il y a un travail de préqualification, si vous voulez, qui est réalisé, enfin qui est de qualification, qui est réalisé par les services instructeurs de la GFIP et du FIP-HFP. Il peut y avoir aussi, on y reviendra juste après, une nouveauté, je vous en parlais tout à l'heure, l'InfoSAS, dont on viendra sur lequel on reviendra dans un instant. Et puis après, en fonction des besoins de la personne, du travail de préqualification, de qualification qui aura lieu ou de l'analyse qui aurait été réalisée dans le cadre de l'InfoSAS, eh bien, il y a différents types de modules qui vont pouvoir être déployés en fonction des besoins de la personne. Donc, on va avoir un module analyse de situation, si on a besoin effectivement d'aller un petit peu plus loin dans la prise de connaissance des problématiques de la personne, de son environnement de travail, des difficultés auxquelles elle cède, son parcours pro, enfin bref, analyse de situation. Un module plutôt autour de l'analyse des capacités, c'est-à-dire être capable de comprendre finalement ce que la personne est en mesure de faire, ce que la personne ne peut plus faire, etc. Donc on va un peu plus loin. Et puis, on a un module qui permet aussi d'aller un cran plus loin que ces deux premiers, c'est-à-dire un module qui va s'appeler évaluation approfondie avec préconisation. Et puis après, on va avoir des modules où en fait, on va plutôt, au-delà de la partie un peu diagnostic, état des lieux et appui, on va avoir finalement des modules plutôt dédiés à l'accompagnement et à la mise en œuvre de solutions. Donc, on a soit du conseil et de l'appui à la mise en œuvre des appuis, des préconisations vers l'emploi, quand on est dans un parcours d'insertion pro, ou dans l'emploi quand on est, comme son nom l'indique, dans une situation de maintien en emploi. Sachant qu'aussi, je ne l'ai pas dit parce que c'est un peu plus résiduel comme cas de figure, mais on le retrouve quand même régulièrement, ces appuis spécifiques qui peuvent aussi être mobilisés dans le cadre de parcours de formation pour des bénéficiaires en situation de handicap. Et donc, je vous le disais, je ne reviens pas dessus. Il y a également un module suivi de préconisation lorsqu'on est dans des interventions dans l'emploi pour voir effectivement comment les préconisations ont pu être mises en œuvre, s'il y a des ajustements à réaliser, etc. Donc, voilà un petit peu le nouveau canevas de ces appuis spécifiques. Et puis, donc, je vous le disais, une des nouveautés de ce nouveau marché, c'est ce fameux InfoSAS dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est un nouveau service qui est proposé, c'est une brique supplémentaire de la prestation.
qui a en fait trois objectifs. Essayer d'améliorer soit les prescriptions, l'expression du besoin, soit mieux orienter vers la bonne typologie de handicap, hein, puisque évidemment, on a des situations qui sont complexes dans l'analyse. On peut avoir des personnes qui sont concernées par plusieurs typologies de handicap, avec des incidences qui peuvent être variables, etc. Donc, parfois, les situations sont complexes, les problématiques de santé s'entremêlent, et donc on a besoin d'aller plus loin, finalement, dans le diagnostic, dans l'analyse, etc. Et puis, parfois, on a besoin aussi de réaffirmer, de repositionner les rôles entre prestataires, prescripteurs, etc. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce dispositif un peu nouveau qui s'appelle InfoSAS, qui va permettre finalement un peu d'amorcer et de requalifier un petit peu les choses différemment. Donc, c'est quoi? Ça va être un premier niveau d'information sur ce que c'est que ces appuis spécifiques. Alors, c'est essentiellement pour les prescripteurs. Ça va être une aide réalisée directement auprès du prescripteur pour l'aider en fait à qualifier la demande, pour s'assurer qu'effectivement l'appui spécifique, c'est la prestation qui va permettre de répondre aux problématiques de la personne qui l'accompagne. Ça va être aussi une aide à la décision pour le prescripteur, pour bien orienter vers la bonne typologie de handicap, etc. Et puis éventuellement pouvoir réorienter la situation vers un autre dispositif, vers une autre aide, si en fait l'appui spécifique ne va pas être la bonne réponse pour la situation dont il est question. Donc, vous voyez, cette info-ça va vraiment être finalement une brique un peu nouvelle en appui du prescripteur pour vraiment l'accompagner dans la qualification du besoin, dans l'identification des modules à déployer, s'assurer que l'appui spécifique est la bonne réponse et s'il y a besoin, effectivement, d'orienter vers un autre dispositif. Donc, on vous a mis l'adresse de cet InfoSAS. Hein, donc, c'est infosas.occitanie@agifi.asso.fr. Ça n'est pas une adresse FIPHFP puisque, comme on disait tout à l'heure, c'est l'AGFIP qui gère l'instruction et on va dire le suivi administratif de ces différentes situations, et ce, même pour les employeurs publics. Il y a une forme finalement de délégation aux équipes de l'AGFIP, quand bien même ces situations ont lieu dans la fonction publique. Mais évidemment, les prestataires, eux, connaissent parfaitement les particularités de la fonction publique et sont tout à fait en mesure d'intervenir. Voilà. Et puis après, au niveau des bénéficiaires, écoutez, c'est toujours un peu la même mécanique, hein, donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Sont bénéficiaires, effectivement, les personnes en situation de handicap, bénéficiaires de l'obligation d'emploi ou ayant engagé une démarche visant à la reconnaissance. Toujours la même chose hein, depuis le début, donc voilà, c'est la même mécanique. Évidemment, les employeurs, les agents publics ont accès à ces dispositifs. Et puis, je vous le disais, les passes, elles sont aussi accessibles pour des demandeurs d'emploi, pour des stagiaires de la formation professionnelle, pour des alternants, pour des personnes qui sont en stage professionnel, les travailleurs indépendants, etc. Donc, un peu moins le public, évidemment, qui sont les vôtres. Donc, c'est pour ça qu'on en parle un peu moins. Mais voilà, c'est tout à fait possible. Et puis, employeur public, 6% ou pas, vous y avez accès. Et quelle que soit la fonction publique, voilà, c'est vraiment comme les autres dispositifs dont on a parlé précédemment. Moi, je passe là-dessus, j'en ai un petit peu déjà parlé. Et puis, donc, vous avez, et là, petit point de vigilance, le catalogue des acteurs locaux que nous avons mis à jour avec Anne-Charlotte en février 2024 n'est pas à jour concernant cette fameuse fiche PASS, puisque février 2024, le nouveau marché n'était pas encore entré en vigueur. Donc, on va s'en occuper là dans les prochaines semaines avec Anne-Charlotte pour mettre à jour et faire une version juin ou juillet 2024 avec les coordonnées. Donc, les coordonnées des prestataires appui spécifiques sont à retrouver ici et ne sont pas du coup à retrouver dans notre catalogue des acteurs locaux. C'est le seul point sur lequel nous ne sommes pas à jour puisque le marché entre en vigueur début avril, comme je vous le disais. Donc voilà, vous avez du coup à chaque fois quels sont les prestataires qui interviennent. Alors, oui, vous me demandez d'aller voir les prescripteurs. Donc les prescripteurs, puisqu'en plus j'ai vu qu'il y avait une petite question sur le sujet. Les prescripteurs, mais en fait, c'est un peu toujours la même mécanique, hein, c'est-à-dire que c'est les acteurs du service public de l'emploi, donc les Cap emploi évidemment, comme porte d'entrée, on en a parlé tout à l'heure, France Travail et prescripteurs également, les missions locales aussi, alors c'est moins évidemment vos interlocuteurs au quotidien, mais donc les membres du service public de l'emploi sont prescripteurs, les employeurs privés peuvent aussi, et puis les employeurs publics et les CDG qui ont conventionné avec le FIPHFP peuvent prescrire directement ces appuis spécifiques. C'était déjà le cas sur les passes, hein, donc ça n'a pas changé. Le cadre des prescripteurs n'a pas changé. Et donc, pour les employeurs, puisque vous êtes nombreux à ne pas avoir de convention avec le FIPHFP, eh bien, il va falloir passer par un des prescripteurs que nous avons mentionné précédemment,
Et bien souvent, on y revient toujours, ça va être votre interlocuteur généralement de référence, Cap Emploi. Voilà. Donc, je pense que ça répond notamment à une question qui a été posée. Je vois aussi une question, une personne non BOTH qui a des restrictions d'aptitude reconnues par le médecin du travail peut-elle bénéficier d'un appui spécifique? Donc, la réponse est non, sauf si elle a déposé un dossier de demande de RQTH auprès de la MDPH. Dans ce cas-là, le récépissé du dépôt de demande suffit pour rentrer dans les appuis spécifiques, mais sinon, non, c'est un dispositif qui est réservé, entre guillemets, aux agents dont le handicap est reconnu administrativement. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions particulières par rapport à ces appuis spécifiques. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà mobilisé les passes, enfin, les appuis spécifiques suite à l'entrée en vigueur le 1er ou 2 avril dernier, ou même les passes préalables, puisque la mécanique est, dans la philosophie en tout cas, est globalement la même. Donc voilà, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions, des remarques. N'hésitez pas, c'est le moment. Pas de questions en particulier? Ou des compléments, hein. Donc, a priori, non. Donc, on vous propose de poursuivre et de dérouler avec la deuxième et dernière partie de notre intervention de cet après-midi. Et donc là, on va plutôt se concentrer sur les dispositifs. Alors, il y a une question. La sollicitation d'un... Alors, attendez, hop, j'ai perdu la question. Et la La... sollicitation d'un bilan neuropsy se fait-elle par ce canal? Eh bien, c'est une très bonne question et je ne sais pas. Est-ce que les acteurs autour de l'écran, en particulier les acteurs de Cap Emploi, ont des éléments de réponse? Moi, je ne sais pas du tout. N'hésitez pas, si vous avez la réponse, à cliquer sur lever la main ou à désactiver directement votre micro. Alors, on a une réponse de Madame Ariel Gatim, merci beaucoup, qui nous dit oui, c'est possible via les appuis spécifiques cognitifs TND. Donc, la réponse est oui, par ce canal. On nous signale aussi, Madame Besnard, quelques petits bugs concernant la plateforme dont on parlait tout à l'heure, hein, la plateforme digitale, j'imagine, dédiée du coup à ces fameux appuis spécifiques. Bon, vu que le marché est récent, je pense que la GFIP fait les petits ajustements et structure un petit peu les choses, mais oui, on peut imaginer qu'il y a des petits bugs qui peuvent exister. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? N'hésitez pas, hein. Enfin, l'idée, c'est vraiment de prendre aussi un peu de temps pour pouvoir discuter de ces dispositifs et de ces outils. Allez, ben écoutez, s'il n'y a pas de questions, on vous propose de poursuivre ce temps d'échange. Donc, vous avez vu déjà, il y a pas mal de dispositifs, de prestations, d'acteurs pour lesquels finalement le FIPHFP intervient, finance, pilote en partenariat avec la GFIP, hein, sur toute la partie finalement compensation du handicap. Mais on va voir que c'est aussi le cas finalement sur la partie reconversion professionnelle. Alors, juste pour reposer quelques éléments de langage, mais c'est des éléments que vous connaissez bien. Vous savez que dans les étapes du maintien dans l'emploi, il y a évidemment la restriction d'aptitude ou que l'on peut aussi qualifier d'inaptitude partielle au poste qui est posée par le médecin du travail ou de prévention et qui génère cette obligation d'aménagement de poste dont nous avons parlé tout à l'heure. Et puis, ben, dans les étapes qui suivent, il y a deux étapes un peu clés ici. Il y a l'inaptitude au poste qui oblige l'employeur à proposer ce qu'on va appeler une adaptation, c'est-à-dire une mobilité pour raison de santé à un poste effectivement qui répond aux problématiques de santé de l'agent. Et puis lorsqu'il y a une inaptitude aux fonctions constatée par le conseil médical, eh bien ça va faire débuter, je vous passe les détails, il faut que l'agent fasse la demande, qu'il soit invité préalablement à le faire, etc. Il y a la PPR aussi qui s'est intercalée. Mais il y a donc une obligation de reclassement qui existe. Et donc, comme tout à l'heure,
cette obligation de reclassement, comme pour la notion d'aménagement de poste, ça n'est pas une obligation de résultat, mais bien une obligation de moyens. Et une petite particularité, c'est que la jurisprudence en 2002 est venue un peu préciser cette notion d'obligation, enfin, pardon, pas d'obligation, mais d'obligation, non pas de résultat, mais de moyens, en précisant qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée. Ce qui ne change pas grand-chose dans les faits, mais qui réinsiste finalement sur le rôle essentiel et prépondérant de l'employeur en matière de reclassement. Je vous passe un petit peu les détails parce qu'on en parle quand même très régulièrement, mais en tout cas, il s'agit simplement de bien avoir en tête le fait qu'on distingue bien les situations de réaffectation pour raison de santé, de reclassement non statutaire et de reclassement statutaire. Dans tous les cas, il y a une obligation qui pèse sur vos épaules, soit de procéder à l'adaptation du poste de travail, c'est-à-dire donc à cette logique de mobilité pour raison de santé, soit de procéder au reclassement statutaire de vos agents qui rencontrent des problématiques de santé et qui sont inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Dans tous les cas, vous avez un certain nombre de dispositifs et d'outils qui sont à votre disposition. Évidemment, tous les acteurs internes dont on a parlé sont mobilisables. Et en plus, vous avez évidemment les CEP, les chargés de formation, les chargés de mobilité et tous les acteurs qui vont intervenir dans l'accompagnement des agents. Généralement, les employeurs publics, vous êtes armés, enfin, suivant évidemment la taille, etc. Mais en tout cas, vous avez un certain nombre d'acteurs et de dispositifs et de ressources en interne qui vont permettre finalement de réfléchir à cette logique de reconversion professionnelle. Et puis, vous avez des outils qui sont aussi à la main des employeurs ou à la main, pardon, des agents ou à votre main, les bilans de compétences, notamment les bilans professionnels que vous connaissez très bien. Et puis, vos OPCA, pour le coup, que ce soit la NFH ou le CNFPT, la NFH pour la fonction publique hospitalière, et puis le CNFPT. Et puis, il y a également le dispositif inclus Proformation, dont on va parler dans un instant. On voulait simplement faire un petit zoom sur les aides du FIPHFP. Donc là, cette fois-ci, les aides directes du FIPHFP, qui sont quand même assez forte, on va dire, plutôt volumineuse, plutôt généreuse sur la question de la formation. Donc, vous avez plusieurs choses qui sont mobilisables. Pour ceux qui sont habitués de la mobilisation du catalogue d'intervention, c'est des choses que vous connaissez très bien. Pour les autres, du coup, ça serait une légère piqûre de rappel. Pour les autres, c'est toujours bien d'avoir en tête ces différentes aides financières qui sont proposées par le FIPHFP. Je vous parlais à l'instant des bilans de compétences et des bilans professionnels. Donc, ces bilans de compétences et ces bilans professionnels peuvent être pris en charge par le FIPHFP à concurrence de 2 000 €. Alors, évidemment, cette prise en charge du FIPHFP, elle est conditionnée au fait que ni le CNFPT pour la territoriale, ni la NFH pour l'hospitalière ne prennent en charge le bilan de compétences, puisque souvent c'est le cas. Donc on est vraiment dans le cas où l'OPCA ne prend pas en charge cette dépense. Donc dans ce cas-là, le FIP peut intervenir et prendre en charge jusqu'à 2 000 € pour financer la réalisation d'un bilan de compétences ou d'un bilan professionnel, ce qui est un petit peu différent. Ensuite, il y a différentes typologies de formations qui peuvent être mobilisées. Une formation dont on aurait pu parler d'ailleurs dans la première partie, qui est la formation destinée en fait à l'utilisation d'une aide technique spécifique. Donc on est plutôt d'ailleurs dans le cadre d'une compensation du handicap, d'un aménagement de poste, etc. Si par exemple un agent, je dis une bêtise, on l'équipe d'un logiciel très particulier pour son ordinateur par exemple et qui lui permet en fait, je ne sais pas, de compenser telle ou telle problématique, eh bien la formation à l'utilisation de ce logiciel va être prise en charge par le FIPHFP. De même, si vous achetez un matériel très particulier pour un jardinier, je ne sais pas, une tondeuse autoportée ou que sais-je, eh bien, la formation qui va être nécessaire pour que l'agent apprenne à se servir correctement du matériel qui va lui être acheté va être prise en charge par le FIPHFP. Et là, en l'occurrence, on est sur des montants maximum de 5 000 € de la formation. Et en plus, la formation de l'agent, la rémunération, je vais y arriver, la rémunération de l'agent va être prise en charge également. Et donc, j'aurais presque pu en parler tout à l'heure, parce qu'on est plutôt sur des formations dédiées à de la compensation. Quand on est sur de la formation plutôt en vue d'une reconversion professionnelle, d'un reclassement ou d'une mobilité pour raison de santé, le FIPHFP a aussi des choses qui peuvent être proposées. Donc, vous le voyez, en fait, c'est ce qu'il y a en bleu ici sur votre écran. Donc, pour ce qui est des agents dont l'inaptitude a été
Enfin, non, pas justement. Pour les agents qui ne peuvent pas continuer à exercer leur fonction, soit en fait les agents souhaitent et acceptent de rentrer dans une période de préparation au reclassement, cette fameuse PPR, eh bien le FIPHFP va appuyer ces financements en finançant des actions de formation qui pourraient être conduites durant cette fameuse période de préparation au reclassement, en prenant en charge jusqu'à 10 000 euros des coûts de formation. Mais par contre, c'est plafonné à 1 an, évidemment, puisque la PPR elle-même est plafonnée à 1 an, sauf certains cas de figure très exceptionnels dont on se passera les détails cet après-midi. Et puis après, il peut arriver que certains agents ne souhaitent pas ou ne peuvent pas bénéficier d'une période de préparation au reclassement et pour lesquels, suite à un avis du conseil médical qui constate l'inaptitude aux fonctions, on s'engage directement dans une formation en vue d'un reclassement. Et bien finalement, ici, même situation, PPR ou pas, eh bien le FIPHFP va pouvoir intervenir à concurrence de 10 000 euros pour le coût de la formation en gardant un plafond, un plafond temporel d'1 an. Et enfin, dernière chose, et on insiste là-dessus parce que c'est quand même finalement assez récent, c'est pas une aide historique du FIPHFP. Pour ce qui est des agents qui sont concernés par une pathologie évolutive qui nécessite en fait d'anticiper la reconversion professionnelle ou d'engager la reconversion professionnelle, donc ça c'est quand même nouveau finalement, parce qu'on est en amont de l'inaptitude, etc. Eh bien, le FIPHFP va intervenir pour pouvoir financer la formation dans le cadre d'une reconversion professionnelle pour raison de santé. Et là, ici, il y a deux choses à retenir, c'est que d'une part, le coût de la formation est fixé à 10 000, enfin, le plafond pris en charge par le FIPHFP est fixé à 10 000 euros, comme celle que l'on a évoquée précédemment. Mais en plus, cette fois-ci, le FIPHFP va prendre jusqu'à 60% de la rémunération de l'agent qui est concerné. Donc c'est un gros dispositif pour le FIPHFP et c'est une grosse aide qui peuvent débloquer certaines situations si effectivement on a des agents concernés par une pathologie évolutive où on sait qu'on va avoir besoin d'engager un processus de reconversion pro, et bien hop, on va pouvoir bénéficier du soutien financier de la GFIP, du FIP pardon, pour financer tout ça. Donc ça, c'est des aides directes de la part du FIPHFP. Et après, je passe, mais les apprentis aussi peuvent se voir financer notamment les frais pédagogiques de leur formation et une grosse partie de leur rémunération. Donc ça, c'est pour ce qui est des aides directes proposées par le FIPHFP. Et après, dans ce qui est des dispositifs intermédiaires, copilotés et cofinancés par le FIP et la GFIP, il y a le dispositif Inclus Pro Formation. Oui. Et je te laisse la main, Anne-Charlotte. Peut-être juste avant, on a quelques Oui, bien questions, sûr. Pierre. Ah oui, tout à par fait. Moi, rapport, je parle, mais Alors, on avait une personne qui nous demande une référence par rapport à un arrêt de la Cour d'appel ou de cassation. Alors, c'était un peu je plus crois que tôt dans ton déroulé. en fait, ça doit être. Je pense même que en fait, c'est du droit public. Donc, si j'ai dit Cour de cassation, j'ai dit n'importe quoi. C'est le Conseil d'État. Et alors, de mémoire, c'est Conseil d'État 2002, Meurthe-et-Moselle. Je vous dis ça, mais en même temps, je suis en train de le taper en même temps. Et effectivement, c'est bien. Je vais vérifier. Mais je suis quasiment persuadé que c'est 2002, Meurthe-et-Moselle. Je vais aller vérifier l'info pendant que tu présentes le Ouais, dispositif Inclus Pro Formation, Anne-Charlotte. ça Et marche. sachez que dans tous les cas, c'est dans le guide que nous avons donc produit il y a 2 ans, on mettra à jour du coup cet été, sur la question du reclassement des agents en situation de handicap dans la fonction publique, où on reprécise aussi tout ce cadre juridique. Donc je vais vous le retrouver, mais j'aurai besoin de 2-3 petites minutes. On a deux petites autres questions également. Ouais. Alors, il y en a une qui sort peut-être un peu du champ de ce webinaire, parce il y a une question sur les aides pour les salariés du privé ou OPCO. Du coup, bon, là, on s'éloigne peut-être un petit Mm. peu de ce qu'on va traiter en 2 heures de temps Oui. aujourd'hui. Et il est vrai par ailleurs que c'est moins notre domaine de connaissance, de compétences, le secteur privé, même si évidemment on y intervient un peu, mais c'est vrai qu'on maîtrise quand même moins bien les dispositifs et les outils que le secteur public. Évidemment, on est handipact. Donc, je ne sais pas si certains Cap Emploi notamment souhaitent apporter des éléments de réponse là-dessus. Sinon, on peut vous renvoyer vers une ressource. Pareil, je vais vous envoyer le lien vers le guide du maintien en emploi qui a été produit par le PRITH, notamment Île-de-France, qui pour moi est un des guides qui fait référence, dans lequel en fait vous avez toutes les aides qui sont mobilisables pour les salariés du secteur privé.
Donc, je vais vous l'envoyer. Enfin, vous l'envoyer. Je vais vous mettre le lien pour le télécharger. La dernière version date de novembre 2023 et je crois qu'il est prévu qu'il y ait une actualisation cet été. Donc voilà, et j'espère que vous trouverez des éléments, notamment sur les aides et les salariés du privé. La difficulté aussi, c'est que les OPCO jouent un rôle majeur dans le secteur privé sur les différents dispositifs de formation qui peuvent être proposés, et que les OPCO sont très nombreux, et que les offres de services des OPCO sont propres à chaque OPCO. Donc c'est d'autant plus difficile pour moi de vous apporter des éléments de réponse parce que en tout cas, peut-être est-ce une erreur, mais en tout cas, de mon point de vue, les offres sont très éclatées. Donc, c'est difficile d'apporter des éléments de réponse synthétiques, on va dire. Ouais. On a également des questions qui rentrent un peu plus dans le détail du coup de ce qui peut être couvert par les aides directes du FIP, notamment est-ce que ça va jusqu'au donc coût pédagogique et frais de déplacement inclus pour les dernières aides présentées? Alors, effectivement, pour ce qui est de la formation, il y a une prise en charge qui est prévue par l'UEFIP-HFP, ce qu'ils vont appeler en fait les frais et les surcoûts. Donc, ce qu'on va avoir dedans, en fait, c'est les surcoûts des frais de déplacement et d'hébergement spécifiques, donc en gros du transport adapté, des frais relatifs à un lieu de stage, si le stage, par exemple, a lieu assez loin du domicile de la personne, qui nécessite des nuitées d'hôtel, du transport, etc. Si la personne aussi a besoin d'hébergement spécifique. Par contre, évidemment, c'est dans la limite des barèmes applicables. Alors, eux, ils écrivent par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'État. Donc, je ne sais pas quels sont ces barèmes, et en plus, ils évoluent un peu chaque année, mais on est sur des barèmes généralement qui volent pas hyper haut, mais ça permet tout de même d'avoir une prise en charge de la part du FIPHFP pour ces surcoûts, donc frais de déplacement, frais d'hébergement. Voilà, il peut y avoir aussi, enfin oui, voilà. Donc j'imagine que ça répond en partie à cette formation. Et je vois aussi concernant les apprentis, il s'agit de quel type de formation financée, étant déjà en formation en alternance. Et ben en fait, c'est les frais pédagogiques. Alors, qui sont pris, enfin, en fait, c'est les coûts finalement de la formation de l'apprenti. Donc les frais, en fait, les frais de formation de l'apprenti. Il faudrait que je regarde d'ailleurs le montant. Il faudrait que je regarde le montant pour pas vous dire de bêtises. Et d'ailleurs, souvent, alors, notamment dans le cadre des conventions FIPHFP, il y a parce que jusqu'à présent, notamment, c'était soit pris en charge par l'ANFH, soit par le CNFPT, qui s'est un petit peu désengagé, etc. Donc, parfois, il y a des logiques aussi de cofinancement avec l'employeur, le FIP prenant une partie et puis l'employeur prenant une autre partie. C'est souvent ce qui se fait, notamment là, dans les derniers dossiers de conventionnement que j'ai pu rédiger. Bon, je réponds que moyennement, je crois, à la question. Donc, n'hésitez pas, Cécile, soit à me faire un petit mail, soit on s'appelle, et puis je ferai les petites recherches nécessaires qui permettront peut-être d'être un peu plus précis dans les éléments de réponse que j'essaie de vous apporter. Et je vois une dernière question de Madame Blanc. Les aides les aides pour une création d'entreprise existent-elles? Eh bien, à ma connaissance, non. En fait, je sais qu'il existe des aides proposées par l'AGFIP pour la création d'entreprise. Il y a aussi tout un tas d'aides, évidemment, qui sont proposées par France Travail, etc. Ça n'est pas le cas du FIPHFP qui ne propose pas d'aide spécifique en la matière. Et j'en vois une dernière. Ouais. Le FIP prend-il en charge des équipements ou tenues obligatoires pour l'apprentissage? Alors, c'est une bonne question, mais spontanément, je dirais non. Mais là, je veux bien un appui pour ceux qui ont déjà été amenés à poser cette question au FIP. Pour moi, non. En fait, à partir du moment où c'est des équipements, des tenues obligatoires, en fait, et pour moi, ça rejoint ce que disait Madame Fregnault tout à l'heure, ça relève en fait de l'obligation. Alors voilà, Madame Nadi, du coup, vous voyez, j'allais dire une bêtise. Madame Nadi, vous m'avez sauvé. Donc, Madame Nadi, je vous laisse peut-être apporter des éléments de réponse. Moi, j'allais dire ce qui relève en fait de l'équipement obligatoire de protection. Pour moi, ça fait partie des obligations en matière d'hygiène et de sécurité de l'employeur. Donc, j'allais dire c'est pas de la compensation du handicap. Donc pour moi, j'aurais dit le FIP, non. Mais vous évoquez cette aide de 750 euros. Donc je ne sais pas, Madame Nadi, si vous voulez peut-être préciser. Et si c'est le cas, il faut que vous ouvriez votre micro. Je vous prends un peu au dépourvu, mais j'en profite. Alors, Monsieur Picard, alors super, Monsieur Picard, vous êtes là. Quand vous dites vous confirmez les propos de Madame Nadi ou les miens? Je confirme. Bonjour à tous.
et à toutes. Ouais, je confirme que ce que vous disiez, c'est-à-dire euh, sur les questions des tenues et compagnie, il n'y a pas de dispositif particulier là-dessus, hein. C'est D'accord. à l'employeur, quoi. Nous, en fait, ce qu'on finance, c'est l'ensemble de l'environnement, je dirais, professionnel, quoi. Et comme vous le disiez si bien, on a effectivement des dispositifs particuliers concernant la NFH et CNFPT, puisque je suis directeur délégué aux employeurs publics et partenaires nationaux, et c'est eux qui effectivement prennent en charge, dans le cadre des dispositifs qu'ils ont actés, les coûts de formation, les surcoûts et un certain nombre de choses. Ok, super. Eh bien, écoutez, merci beaucoup déjà à vous, Monsieur Picard, d'être présent cet après-midi et puis d'apporter ces éléments de réponse. Euh, c'est euh, c'est super. Eh bien, merci beaucoup. Alors, du coup, je vais rechercher ma petite référence Meurthe-et-Moselle et je vais vous mettre le lien de l'avis du Conseil d'État. Et du coup, je Et vais te laisser la parole, oui, tout à fait. Charlotte. Je prends le Ouais, relais du coup pour avec faire plaisir, un merci. zoom sur le dispositif Inclus Pro Formation. Alors peut-être juste en introduction avant de rentrer dans le fond du sujet, comme le disait Pierre tout à l'heure, c'est un dispositif, enfin, une prestation qui a été un peu victime de son succès. Donc il y a à l'heure actuelle très peu de places disponibles. Donc voilà, on vous le présente aujourd'hui, mais avec cette limite qu'il faut que vous gardiez en tête quant au nombre de places disponibles. Donc, concernant Inclus Pro Formation, donc c'est une prestation qui, comme son nom l'indique, intervient dans le champ de la formation afin d'aider les bénéficiaires en situation de handicap éloignés de l'emploi à construire, valider ou mettre en œuvre leur projet professionnel. Donc, l'objectif est au final de les amener à poursuivre leur parcours professionnel vers le droit commun afin de développer leurs compétences, d'obtenir une qualification, de se réorienter. Donc, les publics cibles, en réalité, c'est très, très large, puisque c'est les demandeurs d'emploi en situation de handicap. Ça peut être également des salariés ou agents, aussi bien dans le public que dans le privé, des travailleurs indépendants, des exploitants agricoles en situation de maintien dans l'emploi ou de transition professionnelle. Donc voilà, le public est vraiment très, très large. D'un point de vue de qui peut orienter Mm. vers ce dispositif d'Inclus Pro Formation, ça peut être des employeurs publics qui ont conclu une convention avec le FIP. Ça peut également être France Travail, Cap Emploi, les missions locales, la CARSAT, ou encore des conseillers donc en insertion ou en évolution professionnelle. Donc peut-être pour rentrer un peu plus dans la mécanique interne, donc le parcours proposé et construit donc sur mesure en fonction des besoins, c'est aussi bien de l'individuel, et même majoritairement de l'individuel, mais il y a également des ateliers collectifs et des périodes d'immersion. Donc, ce parcours, il y a 3 parcours en réalité. Donc, un premier parcours handicap et projet qui vise plutôt à se remettre en mouvement afin de construire un projet professionnel en prenant en compte donc le handicap de la personne et d'identifier un ou plusieurs métiers possibles. Le deuxième parcours porte sur handicap et emploi. Donc, ce deuxième parcours vise à concrétiser le projet professionnel qui a été auparavant défini afin d'aller vers l'emploi. Et enfin, le troisième parcours porte donc plus spécifiquement sur le handicap auditif et l'emploi, afin d'améliorer notamment la communication écrite française des personnes sourdes pratiquant la LSF, afin qu'ils puissent entrer ou en emploi ou en formation. Donc, on vous a également joint les contacts des prestataires pour ces 3 types de parcours. Et à noter, nous avons également réalisé assez récemment, parce que c'était fin 2023, un podcast avec les 3 prestataires sur le territoire de l'Occitanie, donc qui, pareil, vous reprend les grandes lignes et détaille un peu plus chaque type de parcours avec chacun des 3 prestataires. Ouais. Et on en profite aussi pour dire qu'il y avait eu une réunion Mm. des correspondants handicap qui avait été centrée sur le sujet, qui date d'il y a quelques mois maintenant.
et qui était un peu plus longue. Parce que, du coup, le podcast, voilà, c'est 15-20 minutes, peut-être un peu plus, mais ça permet voilà, d'avoir l'essentiel. Et puis, pour vraiment rentrer dans le détail des étapes, des modules, etc., il y avait une réunion qu'avait animée Anne-Charlotte, dont on pourra d'ailleurs vous retrouver le lien, mais en tout cas qui est sur la chaîne YouTube du Handipact Occitanie, et là qui vraiment permet de rentrer dans la mécanique interne. Alors, effectivement, plusieurs questions, plusieurs remarques en nous disant qu'effectivement, alors, il y a plusieurs difficultés sur l'Occitanie. D'une part, Madame Le Rossignol nous signale que le troisième module dont parlait Anne-Charlotte autour en fait du handicap auditif n'existe plus parce qu'en fait, autrement dit, n'existe plus, n'est plus accessible, pardon, parce que autrement dit, donc le prestataire qui assure cette prestation en fait, n'existe plus. Donc je ne sais pas s'il est prévu qu'il y ait un remplacement ou autre. Et puis donc on a plusieurs retours là d'expérience qui nous disent voilà, on a eu quelques retours, soit à GFIP, soit des demandes qui ont été déposées en début d'année et qui ont été rejetées par manque de financement. Alors nous, prestataires du Handipact, nous n'avons pas de visibilité sur le second semestre 2024 et sur les financements possibles. Donc voilà, on sait que le dispositif est arrivé un peu à saturation et peut-être se réserve-t-il quelques places uniquement pour les situations d'urgence ou autre, mais je dis ça sans savoir, hein, c'est potentiellement une hypothèse. Donc je n'ai pas de visibilité sur le deuxième semestre 2024. Je ne sais pas si c'est votre cas, Monsieur Picard. J'en profite que vous soyez présent. Voilà. S'il y a des infos ou si ça sera plutôt 2025, je ne sais pas. Non, non, juste pour dire qu'effectivement, on est confronté à une vraie difficulté là, en ce début d'année, parce qu'on a effectivement des aides de la GFIP. On parlait de la fameuse aide là, qui est maintenant à 530 euros, et dont je Mm. disais dans le chat que maintenant, elle est renouvelable, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est pour ça que le Comité national du FIPHFP l'avait voté. On est confronté effectivement à des difficultés, semble-t-il, financières de la GFIP sur lesquels on n'a pas de prise, hein, et qui Mm. amènent à la révision d'un certain nombre de prestations. Donc, je dirais, regardez de plus près, hein, nous, on n'a pas plus de précision que ça, hein, ce sont uniquement des infos qui nous sont envoyées, donc à suivre. Ok. Eh bien, écoutez, à suivre. On tenait quand même à vous parler de ce dispositif, même si en ce moment, donc les choses sont un petit peu figées. C'était quand même important de le mentionner parce que plusieurs employeurs publics, évidemment, ont pu y accéder courant 2023. Et puis parce que ça permet aussi de mettre en évidence la diversité des dispositifs et des outils qui sont copilotés et cofinancés par le FIPHFP à l'échelle de l'Occitanie ou autre. Voilà. Et, victime de son succès, contraintes financières, voilà. Là, c'est bloqué pour le moment. Espérons et croisons les doigts pour que le dispositif se réouvre, puisque voilà, vous êtes un certain nombre à avoir pu mettre en place ce dispositif pour certains de vos agents et derrière pouvoir les accompagner. On continue sur les acteurs et les dispositifs qui sont mobilisables dans le cadre de reconversion professionnelle. Alors, avec un acteur un petit peu particulier, c'est Comet France, dont on parle depuis maintenant longtemps, hein. Vous êtes nombreux à le connaître, mais on refait un petit tour dessus et je te laisse du coup la parole, Anne-Charlotte. Oui, je vois juste qu'il y a une main qui s'est Ah, pardon. levée. On peut peut-être laisser la personne Bien sûr. intervenir. Oui, bonjour, je suis Marie-Christine Mégel, je suis coordinatrice de l'équipe Comet à Albi. Ah bah super. Je me permets juste d'intervenir parce que Comet France n'intervient pas du tout uniquement dans la reconversion professionnelle. Bien sûr. On intervient également dans le cadre du maintien. Voilà. Tout à fait. On allait en Avec parler une aussi. porte d'entrée, Mm. une porte d'entrée qui est très spécifique. Mais je vous laisse présenter, mais je voulais juste revenir sur ce point-là. Ok, Oui. non mais très bien, du coup, on peut continuer si vous le voulez à dialoguer. On est content de vous avoir, surtout que vous avez, je vais du coup directement à la diapositive d'après, contribué aussi à un podcast. Il y a de cela quelques mois maintenant, on avait enregistré un podcast ensemble, l'épisode numéro 18, avec vos collègues Madame Dumont et Monsieur Arnoulin, donc podcast que l'on ne peut que vous conseiller. Puisque du coup, on y présente bien le dispositif Comet France, comment il intervient, etc. Les différentes étapes, la philosophie aussi de l'accompagnement. Donc voilà, on voulait vous orienter vers ce podcast. Du coup, est-ce que vous souhaitez nous dire en quelques mots finalement comment vous intervenez?
et la Oui, je peux philosophie de l'accompagnement? effectivement, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que nous, on a une porte d'entrée qui est un petit peu spécifique puisque Ouais. nous n'intervenons que dans des centres enfin, nos équipes sont situées dans les centres de rééducation. Donc, sur l'Occitanie, il y a 5 équipes, une à Albi, donc une à Montpellier, une à Perpignan, Bagnères de Bigorre et Toulouse. Donc, nous sommes amenés à suivre des personnes, mais bien sûr, qui dépendent du secteur privé comme du secteur public. Mm. Et notre équipe s'appuie sur une équipe pluridisciplinaire de rééducateurs. Et je dirais que l'on peut être amené à prendre contact avec des référents handicap, avec des employeurs et avec des médecins du travail de la fonction publique, puisque l'on peut accompagner vraiment ces personnes bien après la sortie du centre de rééducation et peut-être être ressource d'information sur là où en est la personne, sur ses capacités, ses incapacités. Et dans nos équipes Comet, il y a des compétences en ergonomie, en psychologie du travail. Donc, on Mm. peut également intervenir sur des études de poste, sur des essais de matériel, en collaboration, encore une fois, par exemple, avec des référents handicap. Mais c'est vrai que on va dire que ce que l'on peut peut-être amener, c'est la connaissance, encore une fois, des capacités et des incapacités de la personne, puisqu'elle a été suivie en centre de rééducation, soit en phase initiale après la survenue d'un problème, mais également à distance lorsqu'on la revoit pour réévaluation par cette équipe pluridisciplinaire. On a également une neuropsychologue dans notre équipe, donc on peut être aussi prescripteur des appuis spécifiques, pas Mm. pour les troubles cognitifs, puisque en interne, on a ces compétences-là. Donc peut-être ce qu'il faut retenir, c'est que si vous entendez parler de Comet, c'est que parfois on va solliciter un employeur de la fonction publique, on va solliciter un référent handicap, parce que l'agent est passé dans nos établissements et que l'on a commencé à aborder la question du retour au travail et qu'on fait le lien avec vous pour accompagner avec vous le retour à l'emploi. Et on est financé donc par l'assurance maladie, par le FIP et la GFIP. Eh bien, écoutez, très clair. Merci à vous d'être intervenu. Et donc, voilà, ça permet vraiment de matérialiser, de visualiser cet accompagnement voilà, qui débute finalement de manière précoce avec une clé d'entrée, comme vous l'avez évoqué, qui est un peu atypique par rapport à l'ensemble des dispositifs dont on a pu parler jusqu'ici, mais qui s'inscrit effectivement dans cette approche pluridisciplinaire, dans des logiques de moyen et de long terme, et à nouveau un petit peu du sur-mesure, du sans couture, comme on dit, pour voilà, répondre aux particularités, aux singularités de la personne, et puis en fonction de ses souhaits, de ses appétences, et puis d'où il en est aussi dans ses réflexions personnelles. Donc voilà, prestation complète avec des équipes pluries. C'est important effectivement de le signaler. Et puis donc si vous souhaitez en entendre un peu plus, voilà, on vous renvoie vers ce podcast épisode 18 avec du coup plusieurs voix. Voilà, pour Et si avoir cette... Oui, Oui, pardon, pardon. si je peux me permettre juste de rajouter que Mm. tous mes collègues des autres équipes d'Occitanie sont présents sur votre catalogue. Donc, Tout à fait, exactement. voilà, c'est peut-être la possibilité aussi, si vous entendez parler de Comet et si vous voulez rentrer en contact, c'est surtout, je pense, les équipes Comet qui rentreront en contact Mm. avec, encore une fois, les employeurs, les acteurs de la fonction publique pour évoquer une situation d'accompagnement. Et effectivement, on peut être amené à suivre tout type de personnes ayant tout type de pathologie. Ça va aussi valoir pour des personnes qui ont une pathologie chronique comme une lombalgie, à quelqu'un qui a eu un accident vasculaire cérébral, à une atteinte neurologique autre. Donc Mm. voilà, toute personne qui peut bénéficier à un moment donné d'un séjour en rééducation et pour lequel on peut amener de l'information et accompagner. Exactement, exactement. Et donc, Merci. eh ben, c'est nous qui vous remercions. Et donc, ça permet aussi, votre témoignage, de mettre en évidence finalement j'allais dire, la très large palette de dispositifs, d'outils, finalement, pour lesquels le FIPHFP est soit financeur, soit copilote, soit cofinanceur en partenariat avec la GFIP. Vous voyez finalement qu'il y a une offre de services qui dépasse très largement le catalogue des interventions. Et c'est un petit peu ça, finalement, ce que l'on voulait mettre en évidence cet après-midi, c'est de
de bien comprendre finalement que quand on parle de FIPHFP, souvent on pense au catalogue des interventions et c'est normal, c'est l'offre d'intervention directe, mais derrière, évidemment, vous voyez, il y a un panel de prestations qui sont copilotées, cofinancées et notamment par le FIP et la GFIP. J'ai lancé le podcast sans le vouloir. Et peut-être, du coup, vous parlez aussi, pour conclure, de l'emploi accompagné. Alors, j'ai vu notamment que M. Christian Faget était présent cet après-midi. Donc, je ne sais pas si M. Faget, vous nous entendez ou si vous êtes encore connecté. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à décrocher votre micro et puis voilà, évoquer le sujet de l'emploi accompagné avec moi. Puisque du coup, l'idée, on voulait aussi vous parler de l'emploi accompagné, qui est aussi un dispositif sur lequel le FIP est très largement impliqué. Puisque du coup, donc, vous le savez, l'emploi accompagné, c'est un dispositif qui est relativement récent, mine de rien, puisqu'il date, il a été créé en tout cas par la loi du 8 août 2016, et qui donc sur des logiques un petit peu de coaching, d'accompagnement finalement un peu au long cours et très individualisé, de proposer à des personnes qui sont soit dans des logiques d'insertion dans l'emploi, soit dans des logiques de maintien en emploi, à ces personnes-là de bénéficier d'un accompagnement médico-social et d'un soutien, soit à l'insertion pro, soit au maintien dans l'emploi. Et donc ce dispositif, il peut être mobilisé finalement dans des logiques de complémentarité avec des dispositifs, des aides, des prestations qui sont existantes, et notamment les dispositifs, les prestations dont on a parlé précédemment. Donc l'emploi accompagné, ça va vraiment être l'appui par un prestataire spécialisé, sans limite de durée, d'une forme de, j'allais le dire pour le vulgariser, mais ce n'est pas tout à fait le bon terme, mais en tout cas de tutorat externe, de mentor, de coaching. C'est une prestation, c'est une pratique qui nous vient notamment, si je ne dis pas de bêtises, du Canada, voilà, et qui va permettre de proposer un accompagnement. De proposer un accompagnement individualisé et au long cours pour la personne. Donc, il y a des méthodos un peu spécifiques, etc. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, mais voilà, on est sur de l'appui individualisé qui va être très fort. Et puis surtout, ou plutôt que surtout en complément, cet emploi accompagné, il s'adresse évidemment aux bénéficiaires qui bénéficient de cet appui, de ce soutien dans l'insertion ou dans le maintien en emploi, mais aussi à l'employeur, puisque du coup, l'appui qui va être réalisé par le référent emploi accompagné va aussi permettre à l'employeur d'avoir des actions d'information, pourquoi pas de mettre en place des actions de sensibilisation auprès des collectifs de travail, de réfléchir à la compensation, aux modalités de compensation, etc. Le référent emploi accompagné va aussi être vecteur d'informations sur les outils de compensation, sur les dispositifs mobilisables. Enfin, voilà, en gros, il va avoir un rôle d'appui et d'accompagnement pour la personne concernée, et d'appui et de conseil pour l'employeur, voire d'orienter l'employeur vers les acteurs et les dispositifs idoines. Donc c'est vraiment un dispositif intéressant au long cours. Et pareil, si vous souhaitez aller plus loin, il y a deux choses. Il y a à la fois un webinaire qui avait été réalisé le 9 janvier 2024. Donc, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, c'est il y a quelques mois. Et Anne-Charlotte, c'est toi qui avais animé ce webinaire. Donc, c'était à peu près 1h30 Tout à pour fait. détailler ce qu'était ce dispositif emploi accompagné avec des retours d'expérience, des témoignages, etc. Et puis, parce que vous l'avez bien compris, on est fan aussi des podcasts. Nous avions enregistré un podcast aussi d'une quinzaine, d'une vingtaine de minutes avec Monsieur Faget pour présenter ce fameux dispositif emploi accompagné. Donc, vous avez deux formats pour aller un petit peu plus loin, le podcast 15-20 minutes, et puis là, en l'occurrence, le webinaire qui est tout frais, 9 janvier 2024, avec Anne-Charlotte. Et peut-être dernière chose, à chaque fois, hop, ça se lance. Dernière chose, je n'arrive pas à passer à la diapo d'après. J'ai tout fait planter. Voilà. Donc, vous aurez aussi évidemment les contacts, comme à chaque fois, mais on vous renverra vers le catalogue des acteurs locaux qui est à jour en la matière. Et nous souhaitions peut-être simplement en guise de conclusion vous dire que, vous voyez, on a évoqué pas mal de dispositifs, pas mal de prestations, pas mal d'acteurs qui bénéficient d'un cofinancement, d'un copilotage, d'une animation avec le FIPHFP. Et l'ensemble de ces prestataires, finalement, contribuent à élargir l'offre de service du FIPHFP, que ce soit les Cap Emploi,
que ce soit les études ergonomiques, anciennement les EPAST, que ce soit les appuis spécifiques, que ce soit la plateforme de prêt de matériel, que ce soit un plus de pro-formation, l'emploi accompagné, Comet France, etc. Et à côté de ça, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que le FIPHFP dresse et pilote un certain nombre de partenariats aussi, finance aussi un certain nombre d'actions qu'il est intéressant aussi que vous ayez en tête, même si ce n'est pas forcément toujours des choses que vous avez en visu sous les yeux. Donc, vous savez, il y a les clubhouse qui existent, hein, qui permettent l'appui, l'accompagnement de personnes notamment en situation de handicap psychique. Vous connaissez très bien, notamment pour la fonction publique hospitalière, la FHF, donc il y a un partenariat entre le FIP et la FHF de longue date, et qui se traduit notamment en Occitanie par l'existence de 2 référentes handicap mutualisées qui sont présentes d'ailleurs cet après-midi et qui interviennent très régulièrement dans les réunions du Handipact et qui surtout vous accompagnent, vous, employeurs publics, la fonction publique hospitalière, dans des logiques de conseil et d'accompagnement. Donc ça, c'est une traduction concrète du partenariat avec la FHF. Il y a un partenariat aussi avec le HESP et il y a notamment une journée d'études qui est organisée, je ne sais plus si c'était la semaine dernière, si c'est la semaine prochaine, ou en tout cas c'est dans ces eaux-là. Voilà, sur une journée sur le handicap dans la fonction publique qui est organisée. Il y a un partenariat avec la DINUM sur le volet de l'accessibilité numérique, puisque vous savez que l'accessibilité numérique fait partie des priorités du FIPHFP, et donc il y a plein de choses qui sont organisées. Et puis le FIPHFP est aussi, je dirais, dans l'action, au travers notamment de projets, dans le soutien de projets de recherche. Je pense notamment à Cookinum, qui est un dispositif qui permet en fait d'accompagner la reconversion professionnelle dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration. Il y a un projet de recherche, un projet qui est en cours autour de la question du retour à l'emploi après un cancer. Bref, tout ça pour dire que au-delà des dispositifs, des outils et du catalogue, vous voyez que finalement l'action, on va dire, du FIPHFP est relativement large et parfois on la méconnaît en tant qu'employeur. Donc voilà, c'était juste aussi un rapide crochet pour vous parler de ça. Et Monsieur Picard, du coup, je vous laisse peut-être compléter. Oui, rapidement, parce que en fait, avec ma collègue Caroline Mauvigné, Oui. c'est nous qui effectivement suivons les partenariats au niveau national. Donc, je ne reviens pas sur le Clubhouse, qui effectivement est un dispositif assez particulier qui permet à des personnes de revenir dans l'emploi à travers effectivement un dispositif très particulier qui permet de travailler dans un cadre où la personne revient, je dirais, dans la société. Moi, pour ma part, j'ai CNFPT et FHF. Vous l'avez bien dit, en Occitanie, on a nos fameux référents handicap mutualisés. Donc, pour poursuivre ce que vous avez dit, nous avons mis en place au niveau national un groupe de travail fonction publique hospitalière pour arriver à développer effectivement notre action en ce qui concerne la fonction publique hospitalière, où on se rend compte qu'on a un vrai problème de conventionnement. Je donnerai un exemple rapide. On a seulement la moitié des CHU qui sont conventionnés au niveau national. Ce qui nous a amené à réfléchir avec la FHF pour retravailler avec eux sur cette question et voir si on ne peut pas mieux effectivement travailler. Quant à la DINUM, et j'en termine par là pour ne pas être trop long, on a une énorme, je dirais, convention d'un montant très important qui permet effectivement de travailler sur la dimension très pratique, c'est-à-dire par exemple la fonction publique territoriale, où on a un projet sur un logiciel qui devrait permettre une analyse du logiciel et trouver des solutions très pratiques. Donc, comme vous le soulignez, je ne reviens pas sur ce qui a été dit, et j'en finis par là pour ne pas être trop long. On a beaucoup de partenariats, et ces partenariats ont pour but, effectivement, de développer tous azimuts dans les différents versants de la fonction publique, l'action du FIPHFP, et comme vous l'indiquiez, sur des montants non négligeables, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui permettent effectivement d'être actifs et de travailler avec vous en coordination en région. Oui, tout à fait. Et puis, chose dont on n'a pas parlé, qui soutient aussi l'apport de connaissances et d'expertise, puisque je pense notamment aux ouvrages qui ont été rédigés ces dernières années, puisqu'il y a une collection aussi qui est réalisée par le FIPHFP, en donnant des conseils, des appuis, de la matière aussi pour accompagner. Alors, il y a plusieurs sujets, mais voilà, il y a plusieurs ouvrages aussi qui existent et qui sont soutenus et initiés par le FIPHFP. Donc, vous voyez, pour nous, merci beaucoup à vous, Monsieur Picard, pour tous ces compléments et ces éclairages. Ce qu'il était important pour nous cet après-midi, vous l'avez vu, c'était
d'une part, de sortir uniquement du catalogue des interventions du FIPHFP que vous êtes nombreux à connaître, à maîtriser sur le bout des doigts, parce que c'est votre quotidien de pouvoir mobiliser des aides du FIPHFP pour accompagner vos agents qui rencontrent des problématiques de santé. Mais l'idée, c'était aussi de pouvoir vous donner un petit peu à voir sur l'ensemble en fait, des outils, des dispositifs qui sont copilotés, cofinancés par le FIPHFP, et puis en profiter derrière pour mettre en avant un peu les nouveautés, puisque vous le voyez, il y a certains marchés qui ont un petit peu évolué récemment. On a parlé avec Madame Fregnault des études ergonomiques, anciennement les EPAST, donc ça a un petit peu changé récemment. Il y a ces fameux appuis spécifiques qui sont rentrés en vigueur dans sa nouvelle mouture le 1er ou le 2 avril dernier, donc il y a aussi pas mal de choses qui ont évolué. Et donc, voilà, c'est important pour nous de répondre à ces deux objectifs, vous donner à voir sur l'ensemble en fait, du champ d'intervention du FIPHFP, aide directe, aide intermédiaire, et puis derrière, de vous faire part aussi un petit peu des dernières nouveautés ou des points de vigilance, notamment avec un club pro formation. Donc, peut-être simplement, avant de clôturer cette rencontre, vous le savez, vous êtes habitués aux rencontres du Handipact Occitanie, donc on vous demande de prendre une petite minute, 45 secondes, 50 secondes, pour renseigner le formulaire d'évaluation dont le lien a été mis en ligne là, donc dans le chat. Vous avez juste à cliquer, comme d'habitude, vous avez 7-8 questions, c'est des logiques d'étoiles, ou enfin bref, c'est du quiz à choix multiples. Donc ça va très vite à renseigner. Et nous avons toujours besoin de vos retours pour savoir si ça vous a convenu, si c'était trop court, trop long, trop dense, pas assez. Enfin, voilà, bref, savoir comment ajuster les prochaines rencontres. Donc ça, on a besoin de vous. Et vraiment, ça prend 45 secondes. Donc vraiment, merci de faire ce petit effort pour nous. Et puis, deux petites choses. Nous allons mettre en ligne ce replay sur la chaîne YouTube du FIPHFP dans les jours qui viennent. Il va y avoir un petit article aussi sur le site du FIP pour avoir tout ça. Le support que nous avons présenté cet après-midi, il sera en version PDF et il sera téléchargeable aussi sur ce petit article du site du FIP. Donc, on vous fera un petit mail pour vous prévenir quand ce sera en ligne. On en profitera pour vous envoyer le catalogue des acteurs locaux aussi. Et je profite de ce petit mot de conclusion pour répondre à la question de Madame Mathilde Sailly pour vous dire que nous avons une rencontre qui est dédiée justement aux aides du catalogue des interventions. En fait, c'est une formation, enfin c'est une formation, non, c'est une réunion que nous proposons qui dure 2-3 heures. En fait, on le fait chaque année maintenant depuis 2 ans, à destination plutôt des référents handicap ou des acteurs qui entrent nouvellement dans le dispositif du Handipact. Donc, on revient vraiment sur c'est quoi en fait les choses qui sont à savoir quand on rentre sur ce sujet-là, les étapes du maintien de l'emploi, les obligations juridiques pour les employeurs, les aides du FIPHFP, enfin voilà, un peu le b.a.-ba, finalement on essaie de revenir là-dessus. Et donc, ça c'est prévu en septembre prochain. J'ai plus la date exacte en tête, mais dans tous les cas, on va vous l'envoyer, puisqu'on va vous envoyer notre feuille de route 2024, dans laquelle vous trouverez cette information. C'est une des premières rencontres de septembre. Voilà. Donc, j'imagine que ça pourra vous vous intéresser. 12 septembre. Eh ben, écoutez, merci beaucoup, Madame Armbach. Vous voyez, on n'a même plus besoin de présenter notre propre feuille de route. Donc, en tout cas, un grand merci à vous pour votre présence. Vous étiez plus de 150 cet après-midi, donc c'est vraiment important pour nous de voir que voilà, on propose des rencontres qui vous intéressent. On continue comme ça. N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions. On est toujours preneurs. Et puis voilà, pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de le faire, je vous remets une toute dernière fois le lien. 45 secondes et pour nous, hyper utile. Donc, merci beaucoup. On vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues au cours de ce webinaire pour nous aider à présenter ces différentes aides, outils et dispositifs. Et puis, on vous dit à très vite. Bonne fin d'après-midi et à bientôt. Bravo, Bon Pierre, après-midi bravo. à tous. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Passez une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.